le son doit être au top ce soir. Le son est au top ce soir, les enfants. C'est parti. Like, partage. Tu likes et tu partages. Tu arrives, c'est tarif. Tu likes et tu partages. Il faut qu'on soit 1000. Allez, on lance Facebook en même temps. Hein. Vous avez la primeur sur YouTube. Il n'y a personne en même temps. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Hein. Je suis tout seul à animer ces émissions. Je suis tout seul. Il n'y a personne. Ça va être une émission, ça va être le bordel ce soir. Ah, on va aussi mettre la primeur parce que c'est plus rapide. On va mettre la primeur à Instagram. Welcome Instagram. Ah, il y a du monde. Salut Tommy. Normalement, le son, c'est mieux. Hein. On a fait du travail depuis la dernière fois. Salut. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Edirian. Hein. Bonsoir, Instagram. Un peu de musique. Et le son, c'est mieux, normalement. Ah, salut, Maxime. Ça va? Salut, l'anglais. Bon, ça va, je suis pas tout seul. Salut, Nips. Salut. Bon, ça va attaquer. Hein. Ce soir, vous allez vous faire engueuler, les mecs. Attention, ça va être une émission spéciale engueulade. Attendez, elle est prête. Hein. J'ai pas de retour, j'ai rien. Je vois rien. Je vais faire ça. Parce que j'ai réfléchi et j'ai tapé ça, j'allais dire. J'ai écrit ça vite fait avant d'attaquer le truc. Et d'abord, on laisse un peu de musique. Vous likez, vous partagez. Vous avez que ça à faire, les mecs. J'arrive. Hein. Maintenant, on va faire Facebook parce que je suis pas sur Facebook, là. Voilà. Alors, on est bon. On finit, on met le titre, on va attaquer. Hein. Vous inquiétez pas, tout est normal. Normalement, j'ai réglé mes problèmes de son. Hein. Il était temps, hein, j'ai envie de vous dire. C'est l'histoire de ma vie, ça. Hein. C'est sympa, la musique. Hein. En plus, elle est libre de droit. Et là, on est bon. On arrive sur Facebook. Salut, Gabi. Salut, Gary. Salut, chérie. Salut à tous. Ça va être cool. Bon, ça va être sympa. Allez, on est bon. On va couper la musique. Voilà, ça fait un peu plus de calme. Ça va être bien. On va pas s'énerver, même si je suis très énervé. Ça, il faut que je le ramène ce soir à la maison. Voilà. J'ai essayé de ranger derrière, tu vois. C'était un peu le bordel. Bon, alors ce soir, c'est la soirée sur les indépendants. Vous allez vous faire engueuler, les mecs. Hein. J'aime mieux vous le dire avant. Vous allez tous vous faire engueuler. Salut Louis. Alors, engueuler, non, mais on va parler de gérer son argent quand on est indépendant. On va parler du coup des agents immobiliers parce qu'aujourd'hui, sur le groupe privé, on m'a partagé un article. Je voulais en parler justement et je pense que ça va être intéressant qu'on parle de ça aujourd'hui. Nico, tu dois déchirer la piste de danse les week-ends. Ouais, c'est vrai. Je voulais en parler justement parce que dans le cadre des agents immobiliers et de ce qui se passe actuellement, on voit aussi les limites du système tel qu'il est. Bon, la semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur tout ça parce que c'est vraiment très intéressant. Je vais aborder le problème du coronavirus. Enfin non, je vais aborder le problème que soulève ce qui est en train de se passer là. Je trouve que, encore une fois, voilà, je sais que c'est pas opportun ce que je dis, mais je suis tellement curieux de tout ce qui est en train de se passer. Je trouve que c'est un peu génial ce qui se passe parce que d'abord, c'est inédit. Et c'est pas bien de dire ça. C'est pas génial pour le côté sanitaire, on est bien d'accord, et dramatique du côté humain. C'est pas ça que je remets en cause. Ce que je dis qui est génial, c'est que ça met à l'épreuve les systèmes qu'on a mis en place durant des années. Et c'est là qu'on va voir les limites de tout ça. Au demeurant, ce soir, le sujet de l'émission, c'est les indépendants, les gens comme moi, qui ont écrit, quand ils vont à l'acte, gérant de société ou indépendant, agent co, mandataire, tout ce que tu veux, tous les mecs qui ne pèsent pas sur la société. Alors attention, personne ne pèse sur la société, j'aime pas dire ces termes-là, mais en clair, tous ces gens qui n'ont pas de lien direct avec des organismes étatiques et qui doivent se débrouiller pour leur argent. Voilà, c'est un peu complexe à définir. Vous pouvez, vous êtes libre de me donner votre propre définition de tout ça dans l'espace commentaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais développer ce soir un petit peu point par point tous ces éléments-là. Je vais marquer des pauses à chaque point pour vous laisser le temps de réagir dans l'espace commentaire, pour vous laisser… Bon, franchement, décidément, cette lumière, elle est vraiment pourrie, tu vois. J'ai essayé de faire un truc bien, mais je vais essayer de faire ça comme ça. Hein. On essaye de faire du mieux qu'on peut. Ça fait des espèces de vagues. J'ai remarqué ça la dernière fois. Et je ne suis pas le meilleur ingé technique. Je ne sais pas comment il faut dire. On va essayer de faire ça comme ça.
J'arrive, les gars. Voilà. Hein, on va essayer de... Voilà, mais ça fait quand même la vague. Bon, voilà. Je vais développer point par point. Je vais vous laisser le temps de réagir. On va interagir tous ensemble. Avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Je salue tous ceux qui nous rejoignent sur les autres réseaux. Il y a plus de monde sur YouTube. Voilà. Et ça va être cool. Bon, je le répète une dernière fois avant d'attaquer. On va parler des indépendants et de leur façon de gérer leur argent. Je vous préviens. Je vais un peu me mettre en colère à des moments parce que, voilà, il y a des choses qui m'agacent et je ne suis pas du genre à être capable de me contenir au niveau de mes émotions. Je vais regarder un peu dans le chat ce qui se dit. Salut Julien, salut à tous ceux qui nous rejoignent. Je regarde un peu ce qui s'est déjà dit dans le chat et par étapes, on va avancer. J'ai un petit programme comme hier. Ça va être cool, ça va être bien. On va passer un bon début de soirée. Alors, donc, les agents immobiliers, c'est l'avenir. C'est l'avenir, oui, c'est l'avenir. Peut-être pas comme ils sont aujourd'hui, mais c'est l'avenir. Annoncé en Suisse il y a quelques minutes, jusqu'à 500 000 francs, il faut des liquidités. Sinon, c'est le cercle vicieux qui s'enclenche et la situation sera pire encore, dit-il. Il faut donner de l'air à ceux qui ont des soucis financiers, mais comment verser 20 milliards à l'économie et ceci très rapidement? Celui qui a besoin d'argent va à la banque et peut demander jusqu'à 500 000 francs sans autre preuve. Les banques ont reçu des directives en ce sens. On s'attend à devoir honorer des milliers de demandes la semaine prochaine, dit Ulysse Morin. Il faut s'assurer que l'économie ait des liquidités aussi vite que possible. Les banques s'en foutent. Prêt sans aucune preuve. Quelle époque magnifique, les amis. Hello, salut à tous. Hélicoptère à monnaie. Bien sûr, on revient sur les mêmes sujets. Les gars, on ne va pas parler de la même chose tous les jours. Hein. Ok. D'accord. Bon, on va voir. Moi, je vous dis, je suis curieux parce qu'au demeurant, je ne parle pas de la crise sanitaire. Encore une fois, quand je parle comme ça, je suis curieux parce que on va la traverser, cette crise sanitaire. Et après, on va devoir tirer le bilan des choix qu'on a fait. Mais ce soir, essayons de nous concentrer, les amis. Concentrons-nous, parlons des indépendants. Alors, d'abord, avant tout, je voudrais vous expliquer pourquoi ça me tient à cœur et pourquoi il est important pour moi qu'on aborde ce sujet. Premièrement, vous devez savoir une chose que vous avez dû comprendre pour ceux qui me connaissent. Ça coule un petit peu de sens. Mais j'ai passé 2 crises. Alors, je n'ai pas passé celle-là, mais j'ai connu la première crise de 2008 et j'étais déjà dans ce même business que dans celui dans lequel on est en train, pour lequel on se côtoie, mais je ne vous connaissais pas à l'époque, je n'étais pas sur le web à cette époque-là. Et je vais passer celle-ci. Je ne sais pas bien anticiper les choses. La seule façon que je ne la passe pas, c'est que je passe l'arme à gauche. Je vais me souhaiter de ne pas le faire et je vais souhaiter qu'aucun d'entre nous ne meure. D'ailleurs, on est en train d'agir pour ça. Il faut respecter les règles pour ne pas passer au travers. Ou plutôt pour ne pas passer au travers. Bon, bref, vous m'avez compris. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai passé 2 crises et je veux déjà commencer toute cette émission en vous disant une chose. Je n'ai pas passé la précédente crise comme je passe celle-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. La précédente crise, pour ceux qui ont lu le livre, c'est l'instant publicité. Devenir riche sans argent. Dans ce livre, je l'explique. À la précédente crise, d'abord, j'avais ma société de marchand qui avait des actifs à liquider, qu'elle n'avait pas réussi à liquider, qui m'ont mis dans l'embarras le plus total. Et je n'étais pas, du coup, en situation, enfin, je n'étais pas au beau fixe parce que, du coup, mon rapport à mes comptes bancaires n'était pas du tout le même que celui que je peux avoir aujourd'hui, ce qui est normal. Encore une fois, voilà, je veux que vous soyez clair. Aujourd'hui, je vais un petit peu m'énerver à des moments. Mais il ne faudra pas m'en vouloir parce que pour avoir fait une première fois l'erreur et pour avoir, bon, pour le coup, je ne vais pas mentir, on peut, comment dirais-je, assimiler ce que je suis en train de vivre à de la chance. C'est audible pour moi, je suis prêt à l'entendre. Maintenant, il y a aussi, depuis pas mal d'années maintenant, une volonté de ma part de ne plus me retrouver dans la même situation. Et je vais donc vous expliquer ce soir, très simplement, j'espère, plusieurs éléments, plusieurs mécanismes, et ça va lever le voile sur le fait que je ne peux pas blairer quasiment 99,9% des conseils qui vous sont donnés en ligne, parce que ce soir, vous allez comprendre un petit peu mon état d'esprit et comment j'en suis arrivé à ma manière de gérer mon argent aujourd'hui et à la façon dont je gère les choses. Je vais donc, avant d'attaquer, prendre le chat. On a déjà quelqu'un qui s'est fait censurer. Arrêtez de dire des gros mots. Déjà, regardez, je vais vous faire une remarque. Rien que là, sur YouTube, on est
plus d'une vingtaine, d'accord? Et on a 2 likes. Les mecs, faites votre job. Il manque un petit 0 là, tu vois? Et il faudrait qu'il y en ait 20. Alors, ça vous prend 30 secondes, vous likez, vous partagez. OK? Deuxième élément, on y va, c'est parti. Je vais lire le chat avant d'attaquer tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'hélicoptère à monnaie, je l'ai dit tout à l'heure. Salut Nico, salut docteur Nico. Cool, je vais demander mes 10 millions. Tu as bien raison, Dups. Salut Benoît. Grave, 500 000 de fonds propres, financement de 2,5 d'un coup sur un immeuble, easy baby. Mais c'est certain. Hein. Un quart des hôpitaux français à court de respirateurs. On espère aussi, on a besoin de toi, merde. Ouais, bah oui, ça c'est parce que je t'ai dit que je voulais pas passer l'arvago. Personne n'a mis de pièces. Non, pas encore, ça va. On est bien. Ils ont fabriqué en Suisse aussi, tiens, la société Hamilton. Notre armée vient d'en acheter 600. D'accord? Ça, c'est les masques, je pense. C'est logique. Hein. On a fait des choix. Aujourd'hui, on les paye. Le Covid-19, c'est un virus ou un vaccin pour la planète. C'est un très bon sujet, Tom. On en parlera dans une prochaine émission. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, j'ai une confession à vous faire avant d'attaquer. C'est intéressant. Je me disais ça ce matin. On a mis mes tortues là en bas du bureau. Je les mets de temps en temps sur Insta. Vous pouvez les voir. Et je me suis fait une réflexion. Je suis moins allergique. Il y a moins de pollution. Je suis moins allergique. Ça se ressent tout de suite en fait. L'air est beaucoup moins chargé. Et c'est vrai que, bon voilà, on peut voir le meilleur comme le pire dans chaque situation. Et le bon point, c'est que pour la planète, c'est pas mauvais. À ton avis, est-ce qu'il y a des types de projets plus rentables dans l'immobilier, c'est-à-dire des immeubles, maisons ou locaux professionnels, etc. Ou bien, si on est sérieux et bosseur, tout peut marcher? Pour moi, il y a tout qui peut marcher, Benoît. Je pense que c'est une question c'est pas une question de sérieux et de bosseur, c'est une question de on va en parler ce soir d'ailleurs, tu vois, c'est déjà une question de ce que je vais expliquer ce soir. Ta manière de gérer, ta manière d'aborder tout ça. C'est vachement important de comprendre que ta façon d'aborder les choses va énormément influencer les conséquences et la vie que tu vas avoir derrière. C'est le virus de la mondialisation, c'est ça. Ce virus est sans doute une excellente chose pour la planète, mais trop de cynisme, avoir les choses comme ça, sans doute, mais je ne peux pas m'en empêcher. Mais personne ne peut s'en empêcher. On est tous depuis des années. Moi, ce que je vois aussi, avant que j'attaque aussi, on va se dire un mot là-dessus. Vous vous rendez compte quand même que ça fait des mois que les gilets jaunes essayent d'agir d'une façon ou d'une autre, et que là, on a sans doute l'action la plus violente et la plus directe qui a été menée face à notre gouvernement. Et ça montre qu'on est capable de s'entendre. Et je suis désolé de vous dire ça, mais là, on est tous assignés à résidence. Pareil, je l'ai dit hier dans les hypothèses, mais derrière, en admettant que la crise sanitaire soit passée, il y a aussi une occasion, si on nous dit c'est bon, vous pouvez sortir, on a un droit de dire non, on veut que les choses changent à partir de maintenant. Vous voulez qu'on sorte? Ben, changez ça, ça, ça et ça. Réfléchissez-y. Je ne suis pas un révolutionnaire, encore une fois, je suis désolé, peut-être que cette vidéo sera supprimée par un robot parce qu'on va dire ah, le mec, il a des idées de malade, et c'est peut-être vrai. Mais là, vous avez, je tends un message, likez, partagez pour que ça arrive jusqu'aux oreilles de ceux qui ont peut-être besoin de l'entendre. Mais là, certains tiennent aussi l'occasion de peut-être mettre en place des vraies choses pour qu'il y ait des vrais changements. Parce que, encore une fois, voilà, c'est pas du cynisme. C'est dur ce qui est en train de se passer. Je ne remets pas en cause la crise sanitaire. Mais vous allez voir, et je vais en parler ce soir. J'ai l'ordinateur qui est juste là. Vous ne le voyez pas, mais il est juste là. Il est là. On va le voir un petit peu là. Voilà, il est là, il est prêt, il est ouvert pour un sujet que je veux aborder. On voit la limite de plein de choses aujourd'hui au travers de ce qui nous arrive, et il va falloir à un moment donné, quand on va en sortir, se poser les vraies questions. Et il faut qu'on le fasse. Voilà. Et on a des occasions là, peut-être qu'il faut saisir. Je lance des messages. Moi, je suis un docteur de l'argent. Je ne suis absolument pas un docteur. Je ne suis absolument pas. Le reste, je ne peux pas en parler. Je ne suis pas un docteur de la révolution. J'ai un cerveau, je m'en sers. Je sais voir les signaux quand ils sont là. Après, ce n'est pas mon travail de dire à ceux qui veulent faire la révolution comment ils doivent la faire. Mais voilà, je souligne juste ce que je vois. Bon, allez, c'est parti. On va parler d'argent, les mecs. Après, je réaliserai à vos trucs. Alors, je vais commencer par la base. Je vais en énerver certains. Mais les gars, quand vous gagnez de l'argent, il faut gérer votre argent. Donc, il faut en prendre conscience. Alors, comment on en prend conscience? Alors, il y a pas longtemps, on avait une discussion avec ma mère. Je ne vais pas rentrer dans le vif de la discussion. On parlait simplement du comportement généralisé que la société nous fait, nous fait tous avoir à différentes échelles. Alors, normalement, vous qui êtes de la famille des investisseurs, tous ici, vous n'avez pas fatalement tous ces comportements-là. Mais de manière générale, la plupart des gens vont avoir tendance à, dès qu'ils ont de l'argent sur leur compte, à le dépenser. Ce qui veut dire qu'ils n'ont aucune notion de gestion financière. La gestion financière, c'est quoi? C'est commencer par se dire,
que l'argent que je gagne n'est peut-être pas l'argent que j'aurai demain. Si tu te poses déjà juste cette question, tu commences à rentrer dans la gestion financière. Ce qui veut dire que, plusieurs choses qu'il faut dire, c'est que déjà tu comprends que les choses ne continueront pas éternellement de la même façon. Et ça, c'est hyper important parce qu'on est en train de le vivre. Aujourd'hui, on le voit, ce qui est en train de se passer, c'est que on était sur un modèle et qui est potentiellement, alors soit, comme j'ai dit hier, on ne va pas refaire les hypothèses, soit le modèle va revenir et puis on aura oublié ce mauvais truc, on se le racontera le soir autour d'une bière ou au coin du feu, ou alors il va y avoir un énorme changement très violent et on va passer à autre chose. Et on verra quoi, mais ça, je ne suis pas là pour en parler ce soir. Donc la gestion de l'argent, c'est ça, c'est de comprendre qu'une situation X va forcément être différente le lendemain et le surlendemain et le surlendemain. Donc, si tu commences à comprendre ça, tu commences à comprendre ce qu'est la gestion de l'argent. Donc, quand tu gagnes de l'argent, écoute bien cette phrase, c'est une de mes phrases fétiches. Quand tu gagnes de l'argent, c'est pour les jours où tu n'en auras pas. Je vais le redire pour qu'on soit bien d'accord sur cette phrase. Quand tu gagnes de l'argent, c'est pour les jours où tu n'en auras pas. Donc, prendre ton argent et le dépenser, ce n'est pas la meilleure des idées. Parce que tôt ou tard, tu vas peut-être en manquer. Tu ne le sais pas. Tu n'as aucun moyen de savoir à quel moment ce jour-là va arriver, mais ça va peut-être arriver. Et la gestion de l'argent, c'est ça. C'est d'être capable de se dire, OK, aujourd'hui, j'ai de l'argent, demain, je n'en aurai peut-être plus. Alors, pourquoi je vais juste revenir à l'origine de cette phrase. Pourquoi je vous parle de ça? Après, je réagis à vos commentaires. Je vois qu'il y en a. Vous avez tous le droit d'intervenir à n'importe quel réseau que vous êtes. Pourquoi j'ai constaté ça? C'est facile à le comprendre, toujours pareil. Je ne vais pas à chaque fois vous brandir mon livre, et vous l'avez compris, l'histoire, elle est là. Mais quand mes parents avaient eu beaucoup d'argent et que du jour au lendemain, ils n'en ont plus eu, je me rappelle très bien m'être dit, ah tiens, c'est pas éternel. Et c'est marrant parce que de manière génétique, on est fait pour comprendre ça, en fait, que rien n'est éternel. On le sait tous au fond, parce que génétiquement, la mort qui va tous nous arriver, j'espère pas au travers du corona, mais le fait qu'on décède, on sait que les choses ne sont jamais éternelles. Mais je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui ont envie de se dire que les choses dureront éternellement. Alors attention, ça fait du bien de dépenser de l'argent. Il faut dépenser de l'argent, encore une fois. Je ne remettrai jamais ça en cause. Mais si vous devez vous rappeler que d'une chose dans ce live, et ça je ne le dirai pas tout le long du live, ne vous inquiétez pas, c'est le seul moment. Rappelez-vous de cette phrase que je répète. J'en avais parlé un jour à Enzo Honoré. Ça l'avait marqué, je me rappelle. Il va faire un live avec nous un soir. Je lui avais dit, quand tu gagnes de l'argent, mec, c'est pour les jours où tu n'en auras pas, ou peut-être plus. Donc, et on en avait parlé, parce qu'il m'avait dit, putain, ouais, ça me fait réfléchir, machin. Je dis pas ça, on s'en fout que ça lui fait réfléchir. Ce que je veux vous dire, c'est réfléchissez-y. Même si demain ça repart comme c'était, rappelez-vous de ce moment que je suis en train de parler. Aujourd'hui, moi, par exemple, je vais vous donner juste un exemple. Mes comptes bancaires perso, mes comptes avec lesquels j'ai ma carte bancaire, sont isolés en fait. Ils sont dans un endroit et j'ai tous mes comptes de société à une autre banque, j'ai tout qui est ailleurs. Et j'ai pas de visibilité sur ces comptes. J'ai envoyé des mails pour faire des virements, mais cet argent est difficile d'accès. C'est volontaire. Dans ma gestion financière, c'est quelque chose de volontaire. Aujourd'hui, je peux vous assurer que je ne le vis pas tout à fait pareil intérieurement. Et ce que j'essaye de vous dire, c'est que là, je me dis, si le virement venait à tarder, si je venais à avoir des galères pour me nourrir, ça me ferait chier, tu vois. Mais peut-être que demain, on n'aura plus besoin d'argent pour se nourrir. Peut-être que demain, il va y avoir un effondrement total et que l'argent n'aura plus aucune valeur sur le marché. Mais ça, on en reparlera dans une autre émission. OK? Je prends vos réactions et je continuerai au deuxième point. Alors, salut José. Salut, je ne vais pas dire bonjour à tous ceux qui arrivent. On est d'accord? Je ne sais pas par contre pourquoi il y en a qui ont des messages qui s'effacent. C'est peut-être vous qui le faites, mais voilà. Nico, question pour toi. Imaginons, sans être trop pessimiste, 100 000 morts en France, dont 100 000 logements sur le marché. Ça va faire mal sur les prix? Non. Je l'ai mal à poser sa question. Est-ce que ça va faire mal sur les prix? Alors écoutez, moi je vais vous donner mon avis personnel sur la question que tu me poses. Pour que ça ait un vrai impact, alors déjà premièrement, il y a 400 000 logements neufs qui se construisent chaque année. Et c'est tout à fait cohérent de spéculer sur le fait qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y aura pas 400 000 logements qui vont sortir cette année parce qu'il va y avoir du retard suite à tout ça. Ta question, elle est pertinente dans le sens où ce que tu essayes de me faire dire, c'est que cet impact va faire baisser les prix généralisés sur les marchés de l'immobilier. Moi, je vais te donner mon avis. Mon avis, il est simple. C'est que 100 000, le chiffre n'est pas assez gros. Il faut que tu gonfles ce chiffre pour qu'il y ait un réel impact sur les marchés immobiliers.
100 000 morts, on a des chiffres. Hein. Alors, j'ai pas de calculatrice. Aujourd'hui, on est confiné parce que justement, ils craignent que 50% de la population soit touchée et on a à peu près entre 1 et 3% de morts sur ceux qui sont touchés. Sauf si, et c'est ce qu'ils ne maîtrisent pas, c'est le problème exponentiel du virus. Moi, je ne suis pas médecin. Encore une fois, vous n'écoutez pas ce que je vous dis. C'est des chiffres que j'ai vus. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas là-dessus. Je peux me planter. Moi, encore une fois, je m'y connais en immobilier, tout ça, en finance. Là, je ne m'y connais pas. Mais on va faire des hypothèses ensemble. Bah, imaginez donc, on est 67 millions. OK, les mecs? Ça, c'est ce qu'on est en France. On va partir là-dessus. Donc, 60, même je fais une connerie, je fais 667 000. 67 millions de personnes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Est-ce que j'ai bien fait? Parce qu'en plus, ce n'est pas ma calculatrice. 1, 2, 3. Putain, si j'avais une calculatrice, ça serait mieux. Là. Voilà, vous prenez tous mes écrans, hein, les gars. Ça va pas 3 et 3. On est bon. On divise par 2. J'aurais pu ne pas le faire à l'écran, cette calcul, mais c'est pas grave. Honte sur moi. OK. Bon, ça fait... j'ai honte, c'est pas grave. Là-dessus, ça fait 50% de gens touchés. Là-dessus, on va dire qu'on a 1,5% de morts. On va être... voilà, on va dire ça. Ça nous fait donc... on va imaginer ça. Pour ton exemple, encore une fois, je réponds à une question qui m'a été donnée. Alors, attendez, parce qu'il faut que j'ai besoin de machin. Ça fait 32 millions de personnes. Voilà. Là, oui, il y a un impact économique. Non, c'est pas possible. Je dis une connerie. C'est pas possible. 1 ou 2%. Je dis de la merde. Il faut enlever un zéro. Et il est con, ce truc. Ça va pas. J'ai pas Bon, je vais le faire avec mon téléphone. C'est pas bien. Désolé Instagram, non, je vais pas faire ça. Bon, je peux pas le faire. Si quelqu'un peut me faire le calcul, ça serait cool. On repart depuis le début. 33 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Moins, et je sais pas si je vais arriver avec ce truc-là. Tac. Ça fait quoi? Voilà, là, ce coup-ci, on est bon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non, c'est pas possible. Et ça, c'est la différence. 32 500 000. Ça fait 500 000 morts. 32 500 000. Ça y est, j'ai compris comment calculer ce truc. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est ça. Ça fait... Allez, à 33. 1, 2, 1, 2, 3. Je me bagarre avec une calculatrice. 1, 2, 3. On va y arriver. On va y arriver. Ça fait 2 millions. 2 millions. Non, c'est pas ça. Oh là là, 500. Ça fait 3. Ça fait 500 000 morts. C'est ça. Ça fait 500 000 morts. Je pense que là, il y aurait un impact. Alors ouais, moi, j'aurais dit 1 million pour qu'il y ait un impact, mais 500 000, je pense qu'il y aurait un impact. 100 000, je pense que c'est pas assez, 100 000. Parce que sur 100 000, si tu veux, 100 000 logements, pour que ça ait un impact, il faudrait qu'ils soient localisés au même endroit pour moi. Voilà. Aujourd'hui, comme je te dis, 400 000 logements dans la France entière qui sont construits. À ça, tu ajoutes tous les échanges qu'il peut y avoir, le nombre de transactions. On va prendre le nombre de transactions immobilières qu'il y a eu l'année dernière. Nombre de transactions, sachant que ça a été une bonne année. Transactions immobilières, on est en 2020. Transactions immobilières de 2019. Plus d'1 million de transactions. Donc, tu as 1,4 million. Donc, tu as 1 400 000 transactions en tout. Tu as le neuf qui s'ajoute à ça. Les constructions neuves qui s'ajoutent, on peut considérer qu'il y a plus d'1 million. On va partir là-dessus. Plus d'1 million. Donc, tu parles de 10% du marché qui va être clairsemé dans la France. 10% du marché, c'est pas suffisant. Encore une fois, je reste sur ce que je te dis. Il faut qu'il y ait pour qu'il y ait un vrai impact, pour moi, on va commencer à parler à 20-30%. On va avoir un impact sur le marché. Ça va dépendre de la répartition sur le territoire. C'est mon avis personnel. C'est ce que je pense. Aujourd'hui, on ne les aura pas, les 100 000 morts. Mais bon, je ne peux pas présumer de ça. Je ne suis pas encore dans le comment dire, je ne suis pas dans le côté médical. Voilà. Cours de gestion financière en temps de crise. C'est ce dont on va parler ce soir, Gabi. Pas de souci. Merci pour ta réponse. Nanana. C'est toi qui supprimes les messages ou tu te fais censurer? Je pense qu'il se fait censurer. Je ne sais pas pourquoi. Tout le monde n'est pas comme toi et surtout ce sujet est tabou en France et d'autres s'en foutent. Je suis à peu près d'accord. L'effet boule de neige. Tu vois, le monde se divise en 2 catégories. Il y a ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Dups, on ne peut pas parler avec toi. De toute façon, Dups, on ne peut pas parler avec toi. C'est moi qui supprime. Comme j'écris avec mon compte perso et non propre, ça évite qu'on me googleise sur... Ah oui, c'est vrai. Bon, ok. Écoutez, bon, voilà. C'est plutôt 70%, Nico. Non. Moi, en tout cas, par rapport à 2019, Benoît, après, ça dépend des chiffres que tu regardes, en fait. C'est 10% pour moi. Mais bon, voilà. Si c'est 70%, je suis d'accord avec toi. Donc, si tu veux qu'il y ait... Là, je suis d'accord avec toi. Si tu veux qu'il y ait un impact sur le marché immobilier, il faut qu'il y ait 70%
des volumes échangés. Donc, on parle quand même de plus d'1 million de transactions l'année dernière. Donc, tu te rends compte, ça veut dire que tu parles de 700 000 morts, quoi. C'est énorme, Benoît. Moi, je ne souhaite pas que ça arrive. Franchement, personne ne peut souhaiter ça. Hein. Non, ça n'arrive. Enfin, pour moi, la France n'aura pas 700 000 morts. J'espère. Je prie le Seigneur et je fais tout pour que nos médecins s'en sortent bien, quoi. Voilà. On est très très loin de ces 1% de morts et heureusement, sinon ça serait encore plus oui, bon, alors je suis complètement d'accord avec toi. Bon, on va pas parler de tout ça, je vais vous arrêter. On va passer à la deuxième étape. Ils ont donné tous les soins, infos. Je rentre pas dans ce débat de où on en est. Je pense pas qu'on s'en soit à 100 000. Je ne l'espère pas, je le souhaite à personne. 330 000 frérots. Alors, il faut que tu me donnes un peu plus une vie de liberté, de détails, 330 000. Voilà. Les contaminés, je ne sais pas de quoi tu parles. Salut Simon, salut Manu, salut Fabien aussi. J'ai mon pote Fabien d'enfance qui est là. J'espère que tu vas bien. Je partage ton live sur le groupe Club des Rentiers. J'ai été viré du groupe. Partagez mon live, mais bon, les gens m'aiment pas. Que voulez-vous? Peut-être que je dis pas les choses comme il faut, et c'est comme ça, on peut pas plaire à tout le monde, les mecs. Bon, voilà. C'est sûr que là, ce que je vais dire, ça va pas plaire à tout le monde. Ce que je m'apprête à dire ensuite, hein, ça va pas plaire à certains, mais c'est comme ça. Je vais vous dire ce que je pense et puis voilà. Bon, deuxième point qu'on va développer aujourd'hui, avant de rentrer vraiment dans la gestion de l'argent, je veux rappeler une règle de base. On va commencer par les règles de base, ça me paraît important. C'est comprendre les mécanismes basiques de l'argent quand on est à son compte. C'est hyper important pour savoir le gérer et comprendre donc globalement comment ça fonctionne pour être capable de mettre en place les bons mécanismes en ayant compris comment ça fonctionne. Donc, je rappelle, très simplement, j'ai fait un schéma que je n'ai pas les moyens de vous faire ici, vous ne m'en voulez pas, mais je rappelle globalement comment ça marche pour que ce soit bien clair entre toi et moi. Ça marche comment? Toi, Jean-Christophe indépendant, tu es donc indépendant. Ça veut dire que tu as rattaché au-dessus de ta tête une structure qui peut être soit à ton nom propre, qui est donc une extension de toi. Donc, en fait, quand on va taper ton nom sur Infogreffe, il va y avoir un numéro SIRET, un RCS, appelle ça comme tu veux, qui va être rattaché à ton nom. Et ce qui fait que tu es une entreprise personnelle. Il y a finalement, comment dirais-je, ton nom et la société, et il n'y a pas de confusion possible entre le fait que, par exemple, moi, Nicolas Popovic, je suis une entreprise et cette entreprise, elle est immatriculée à mon nom et mes comptes sont aussi les comptes de ma boîte. Assez dangereux. Dans tous les cas, si vous êtes dans des entreprises unipersonnelles, personnelles ou en nom propre, voilà, dans tout ce cas de figure-là, moi, je vous conseille de faire quand même 2 comptes. C'est toujours possible, il faut le savoir. Très important. Pour dissocier un minimum. Parce que déjà, comptablement, si vous avez les 2 mêmes comptes, ça va vous obliger à avoir un comptable aussi personnellement, parce que ça va se mélanger. Mais deuxièmement, cette dissociation, elle est plus saine pour pas vous emmêler les pinceaux avec vos finances. Conseil d'amis. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre société vous permet de facturer à d'autres sociétés. Donc, par exemple, toi, Jean-Christophe indépendant, tu veux travailler avec moi, Nicolas Popovic. Et tu vas me dire, salut, je fais telle prestation, voilà, je fais des petits schémas et je vais te vendre le schéma. Et tu vas me vendre le schéma. Une chose que... Bon, je pense que vous tous, là, vous comprenez très bien comment ça fonctionne, mais il y a beaucoup de gens avec qui je parle qui ne comprennent pas. C'est la vente qui déclenche l'encaissement. L'argent ne pousse pas dans les jardins, contrairement à ce que les Jean-François peuvent croire. Parce que les Jean-François, vu comment ils nous pondent des taxes, si on les écoute, l'argent pousse dans les jardins. Non. L'argent, pour l'avoir, il faut créer un produit ou un service et déclencher une vente. Et ça, c'est un travail déjà. Et là, tu encaisses de l'argent sur le compte que je t'ai demandé de séparer. Une fois que tu as encaissé cet argent, il faut que tout de suite, tu comprennes que l'argent, il se divise quasiment en 3 parties. Tout de suite, dans ta tête, il y a 3 choses qu'il faut que tu te dises. Sur la somme que tu encaisses, il y a la TVA, obligatoire. Il y a tous les impôts, obligatoires. Je sais que ça va en faire chier certains, mais c'est obligé pour moi de le rappeler. Et enfin, il y a la marge. Ces 3 trucs-là, il vous faut comprendre que c'est ce qui vous empêche de prendre la somme et de la dépenser. Ce n'est pas aussi facile. Quand tu vois une bagnole et que tu te dis Renault encaisse, parce qu'on est en France. Renault encaisse 20 000 euros. Ben non, Renault, il n'encaisse pas 20 000 euros en fait. Sur les 20 000 euros, il y a une partie de la TVA, il y a une partie qui sont des impôts d'office, qu'il faut compter. Et là-dessus, il y a ce qu'on appelle la marge. Moi, quand je dis que je suis un homme de marge, c'est parce que je travaille ma marge. Mais ta marge, elle n'est pas pareille.
Il y a des gens qui parlent en coef, donc coef de 2, coef de 1, coef de 3. Tu as des gens qui parlent en point quelque chose. Ça veut tout ça, ça veut dire la même chose. Mais c'est en gros le delta qu'il y a entre ton prix de vente et la déduction faite de tout ce que tu dois. C'est ce qui te reste. Ça, c'est ta marge. Mais là, attention, ça se resépare parce que c'est pas drôle. Donc, je te rappelle qu'on a un truc qui se sépare en 3 trucs qui va se reséparer, ce truc-là, donc la marge, reséparer. Alors, moi, je l'ai séparé en 3 trucs parce que ça va être le sujet de ce soir. Et c'est pour vous dire que ce soir, on va parler de ça. La marge, toute personne responsable doit normalement diviser sa marge en 3 parties. Il y a le revenu, donc c'est ce que tu vas prendre et que tu vas dépenser. Et là, on est tous d'accord, les gars. Vous devez tous ceux qui êtes ici, dépenser votre argent. C'est sain, c'est normal, ça fait du bien, il faut le faire. Mais vous devez investir et vous devez faire ce qu'on appelle 3 de la sécurité financière. Pour moi, attention, et je vais en parler après, l'investissement et la sécurité financière, ça va ensemble. Mais vous devez vous sécuriser financièrement pour les situations comme elles sont aujourd'hui. Ça passe par plein de choses. Tu peux très bien avoir acheté de l'or, de l'immobilier, des actions. Je sais que ça va me plaire à certains, mais pour moi, les actions, ça reste sécure dans la mesure où c'est bien fait. Mais voilà, ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous devez normalement prendre votre marge et la reséparer, comme je viens de dire. Donc, c'est tout basique ce que je viens de dire, mais là encore, il y a énormément de gens qui ne font pas ce travail. Alors, je vais être franc avec vous, les mecs. Je veux être transparent. Je ne vous dis pas de faire un tableur Excel, de faire des pourcentages. On ne va pas se mentir. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. C'est à vous de trouver la meilleure méthode pour arriver à mettre les choses en place. Alors moi, par exemple, je vais parler de ma manière de faire. Moi, je suis quelqu'un d'excessif. Je ne sais pas... moi, je ne sais pas faire des trucs à moitié. Je ne suis pas capable. Moi, quand on me dit qu'il faut faire ça, j'y arrive pas bien. Moi, j'aime bien... Par exemple, je vais me dire, je vais investir. Ben, je fais faire full investissement. Je vais mettre 100% de tout ce que je gagne là-dedans, à réduire tout le reste à zéro. Alors, les gens de l'extérieur, ils vont me dire, Nicolas, c'est pas possible. Comment tu fais? Ben, je l'ai fait. C'est comme ça que je fais. Moi, je suis débile. C'est pas intelligent ce que je vous dis là-dessus. Il ne faut pas m'écouter, hein, comme très souvent. Mais c'est ma manière de faire. Moi, j'aime bien faire un truc, le faire à fond. Comme ça, après, quand il est fait, je passe à autre chose. Et puis, j'ai plus besoin de le faire surtout. C'est ça qui m'intéresse dans la méthode. Elle est radicale, violente, pas intelligente. C'est pas la plus intelligente de toutes, mais elle a le mérite au moins de me libérer, tu vois. Moi, par exemple, je ne vais pas mentir, j'aime pas faire mes comptes. J'aime bien mon manière de fonctionner. J'ai plus d'argent, je fais un virement et ça marche comme ça. C'est beaucoup plus simple pour moi. J'aime pas trop faire mes comptes. Voilà. C'est pas mon délire. Mais ça fonctionne avec certains d'entre vous. Ce qui compte, encore une fois, c'est de comprendre le mécanisme. La méthode, je vous laisse la choisir. Vous faites ce que vous voulez. Mais vous devez comprendre qu'il vous faut, quand vous avez une somme, alors si vous êtes salarié, indépendant, moi là, je m'adresse beaucoup aux indépendants, mais si vous êtes salarié, c'est un peu pareil. Tu encaisses ta somme. Sur cet argent, maintenant, tu as le prélèvement à la source. Donc, tu as une partie qui part aux impôts. Tu fais attention parce qu'il y a les impôts directs et les impôts indirects. Donc, tu prévois toujours un montant quand même pour les impôts que tu ne vois pas tout de suite. Ensuite, tu prévois de l'argent pour de l'investissement et tu prévois de l'argent pour ta sécurité financière. Ça peut... Moi, j'ai longtemps fait ça. J'ai longtemps tout mis dans l'investissement parce que moi, j'ai joint l'investissement et la sécurité financière. On va en parler après. Mais voilà. Si tu as compris ça déjà, eh ben, c'est déjà bien. On va dire que déjà, c'est bien. Il y a énormément de gens qui ne font pas tout ça, en fait. La plupart des gens prennent leur argent et le dépensent. Je vais vous donner un exemple. Un peu méchant, je l'avoue. Mais quand je reçois un texto de ma locataire qui me dit, elle ne m'a pas dit Nicolas, parce que c'est plus à moi qu'elle s'adresse, mais elle a dit, bon, on s'est compris. Elle écrit, je ne vais pas, conformément à ce qu'a dit l'État, blablabla, payer le loyer ce mois-ci. À votre avis, pourquoi un locataire fait ça? Parce qu'il prend son argent et il le dépense. Et je ne le blâme pas. Pourquoi j'ai reçu ce message? Parce que la personne fait ce que toutes les personnes font, la plupart des gens sur cette planète, ils prennent leur argent, ils le dépensent. Et c'est OK, encore une fois. C'est OK dans la mesure où ce que tu dépenses, tu peux le dépenser. Très souvent, on dépense ce qu'on ne peut pas dépenser. Et pour faire un parallèle un peu malencontreux, mais qui est une réalité, tu as beaucoup de gens qui ne comprennent même pas le premier mécanisme, TVA, impôt, marge, et qui prennent tout, qui dépensent. Et quand on leur demande la TVA, ils l'ont dépensé. Et du coup, tu te retrouves notamment dans l'artisanat avec des artisans qui, en fait, sont toujours à flux tendu parce qu'ils dépensent avant et du coup, ils prennent plusieurs chantiers. Et du coup, comme ils prennent plusieurs chantiers et qu'ils ont déjà dépensé l'argent, ils sont dans la merde. Et en fait, le fond du problème, c'est leur gestion de départ, en fait. Parce qu'ils ne savent même pas ce que je viens de vous expliquer. Donc déjà, si juste vous comprenez ça, eh bien, vous avez tout compris, vous avez tout réussi. OK? Je prends vos remarques et après, on va passer à la suite qui risque d'être violente un petit peu pour certains. Mais voilà. Alors,
Vos réactions. Vous êtes toujours supprimer ça, ça j'ai vu, ça j'ai vu, ça j'ai vu, ça j'ai vu. 1.5, c'est si ton service de santé peut prendre en charge, ça va plutôt vers les 4%. Je ne sais pas de quoi tu parles, Benoît, c'est plutôt 70%, minimum, sauf si traitement ou vaccin. On est très très loin de 5% de mort, heureusement. Ça, je l'ai vu tout à l'heure, on a des chiffres où ils ont donné tous les soirs aux infos, donc un calcul de pourcentage, c'est très vite fait. Me répond pas la Chine. Bon, on va pas parler de tout ça, les gars. Essayez de parler du sujet. Hein. Alors, la Chine, on s'en fout pas. Je vais pas dire ça, c'est pas vrai. Mais si vous voulez, aujourd'hui, bon, on va pas parler de ça. Je veux pas parler de ça. Tu t'appuies sur BFM, on s'en fiche aussi. Ils sont donnés tous les soirs. Je vais y arriver. Alors, les premières grosses erreurs, prendre les contaminés comme base, alors que le taux de mortalité, bon, je veux pas rentrer là-dedans. Le meilleur live sur l'argent, c'est devenir riche sans argent. Merci, Sion. Bon, vous parlez des contaminés, ça, c'est hors propos. Hein. Il y en a qui font 30% de marge. Salut, Chocopulse. Ouais, alors c'est vrai, ce que tu dis, il y en a qui font 30% de marge. Donc, il y en a aussi qui parlent en pourcentage, comme le fait là Dups. Il y a tout. Hein. Il y en a qui margent à 2. Ça existe. Hein. Ils achètent un truc, ils le revendent x2, x3. Voilà, il y a plein de choses. Ta façon de gérer peut se reporter sur la santé. Moi, par exemple, quand je reçois mon salaire, je me paye d'abord et après. Et après, il manque la suite, je paye le reste. Ce que je comprends très bien, Benoît. Là où tu as raison, c'est que c'est vrai, au niveau de la santé, on pourra en parler. Et c'est au niveau même des États et de ce que font les Jean-François, on le voit. Aujourd'hui, moi, ça me désole de voir que la gestion de notre pays s'aggrave d'année en année et que personne ne fait rien. Si toi, demain, ton entreprise, ta gestion d'entreprise s'aggrave d'année en année, que tu ne fais rien, tu finis par faire faillite. Il n'y a que les États qui font pas, enfin, les États européens qui font pas faillite, jusqu'à ce qu'ils le fassent, hein, parce que ça va arriver. Hein, mais voilà. Personne ne gère son argent comme toi. C'est pas faux. C'est pas faux. Pourtant, les pourcentages, c'est pratique. Tu places 15 ou 30% de tes revenus dès que tu les reçois. Alors, c'est compliqué pour moi. Je suis assez excessif, mais je comprends très bien. Il vous faut faire, au niveau de la gestion, ce qui est le mieux pour vous. Voilà. C'est ça qu'il vous faut comprendre dans tout ça. Ça demande exactement, voilà, je suis d'accord avec Gabi. Ce qu'il y a avec les pourcentages, c'est que ça demande beaucoup de discipline. Et comme moi, je suis quelqu'un de discipliné pour un truc, et après le reste, je suis assez pas trop discipliné, voire pas du tout, ben, je préfère faire les choses excessivement sur un truc parce qu'au moins, je suis sûr de bien les faire. Après, le reste, c'est compliqué. Alors oui, c'est vrai, Gabi a raison. Alors c'est une notion dont on parlera peut-être dans d'autres lives, on en a beaucoup qui arrivent, donc ça devrait aller. Il dit, le salariat ne se paye jamais avant. C'est vrai, mais c'est complexe. On en parlera plus tard. Quand je dis que je paye d'abord, c'est-à-dire que je mets de côté pour investir d'abord et après, je paye les charges. Mais ça, je comprends très, très bien. Et tu as aussi raison. Louis est aussi excessif que moi dans les pourcentages. Il a raison. Soyez excessifs, les gars. Bon, Benoît, arrête de parler de tout ça. C'est sujet à polémique. Tu vas te faire striker, pas par moi. Moi, je strike personne. C'est pas moi. C'est pas mon genre. Tu ne peux pas raisonner en pourcentage. Tu fais un virement auto tous les mois. Je comprends, je le faisais aussi. Alors, peut-être reformuler ce qu'il faut diviser par 3 au niveau de la marge. Sergio, oui, je peux comprendre ta remarque. Alors, je vais un petit peu développer. La marge, en fait, si tu veux, quand je parle du revenu, quand tu redivises par 3 au niveau de la marge, quand je parle du revenu, je parle de l'argent que tu vas prendre à dépenser. Quand je parle de l'investissement et de la sécurité financière, je parle de l'argent qui ne te vient pas direct, qui est à toi, mais qui ne vient pas directement dans ta poche et qui va avoir une destination autre pour te permettre de faire face à des situations comme celles qu'on est en train de vivre. C'est de ça dont je parle. Jérôme est avec nous. Bonsoir Jérôme. J'ai aussi du monde sur Instagram. Salut à tous. Salut Guillaume. Salut Candice. Salut François. Salut Will. Salut Location. Salut à tous. J'espère que vous allez très bien. Pas bien, très bien. Vous avez vu, hein, c'est important. Bon, ok, on passe à la suivante, à l'étape suivante, on avance. On va parler des indépendants. On va parler des indépendants et je vais essayer un petit peu de cadrer ce débat parce que c'est un débat compliqué. Alors, quand vous êtes indépendant, déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'en réalité, vous êtes beaucoup plus dépendant que ce que vous ne le croyez. Et ça, c'est un truc très complexe à comprendre parce que quand on se met généralement indépendant, on a la sensation de l'être, on quitte le salariat, on a cette impression, et je ne vais pas vous mentir, moi, c'est ce qui m'a fait un petit peu ne pas aimer, en tout cas, c'est ce qui ne m'a pas fait avoir le coup de foudre pour le métier d'agent immobilier. Pourquoi ? Important ce que je suis en train de vous dire. Parce que j'ai très vite réalisé, quand j'étais plus jeune, qu'en réalité, je n'étais absolument pas indépendant. Pour moi, indépendant, c'est être indépendant. Aujourd'hui, je me sens indépendant. Je suis totalement indépendant. Je ne dépends d'aucune
personne extérieure, en fait. Quand j'étais jeune et que j'étais indépendant au sens où on l'entend aujourd'hui, notamment je parle là de l'immobilier, vraiment très spécifiquement, si tu travailles pour un réseau de mandataires, si tu travailles pour une agence immobilière, si tu travailles même dans d'autres métiers, si tu es artisan, etc. Aujourd'hui, ce mot indépendant, il me gêne parce qu'en réalité, on est beaucoup plus dépendant que ce qu'on peut l'imaginer. Je m'explique. Quand tu es agent immobilier, que tu travailles pour le compte d'un tiers, en réalité, tu dépends de tous les outils que le tiers met à ta disposition. Et cette dépendance, elle n'est pas gênante, hein, attention, je veux juste le préciser. C'est juste que tu n'es plus dépendant de quelqu'un qui va t'embêter sur les horaires. Mais tu vas être dépendant de nouvelles choses. Et ça, je veux vraiment que ce soit dit parce que c'est réellement important. Et pourquoi c'est important de vous parler de ça aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il se passe une chose sur le comment on appelle, sur le marché immobilier, au moment où on est en train de parler, c'est qu'il faut que tu saches que, par exemple, si tu te lances dans l'immobilier, tu vas être dépendant des notaires. Et au moment où je vous parle, il faut que vous sachiez que, et pour l'avoir vécu, j'ai été très stressé au moment où on attendait ce que Jean-François nous annonce qu'on soit confiné. J'étais très stressé que mon notaire ait le temps, ou pas d'ailleurs, de passer un acte que j'attendais comme le Saint Graal et qui est passé le matin. Le matin où il dit on est confiné, mon notaire m'envoie un mail. Ah, c'est bon, je t'ai signé ton acte, c'est réglé. Aujourd'hui, je vais quand même avoir d'autres soucis, je m'y attends, mais c'est pas grave. Dans ma tête, je me dis, je les réglerai après, c'est vraiment pas un problème. Pour moi, le truc est joué. Ce que je veux vous dire, c'est que là, les notaires sont fermés et les actes se signent très difficilement. Donc, je vais un peu me décaler, les mecs, m'en voulez pas, parce que j'ai un autre ordinateur ici. Je vais rapidement vous lire dans les grandes lignes ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas, au travers de Twitter, des réseaux sociaux, il y a une espèce de petite guéguerre qui est en train de se passer entre des professionnels de l'immobilier, des agences qui jouent leur travail. Attention, encore une fois, c'est très grave ce qui est en train de se passer. Je ne veux pas que vous croyez que je minimise la situation. Vous avez des agences immobilières aujourd'hui qui ont des frais et qui ne peuvent pas faire face. Pourquoi? Parce que, en réalité, les actes sont bloqués, il n'y aura pas d'encaissement et ça veut dire pas pas de possibilité peut-être de payer pour certains et donc faillite. Et ça, c'est très grave, c'est très triste. Et c'est pour ça que ce soir, je voulais parler des indépendants parce que c'est très sérieux cette émission est très sérieuse et sincèrement, je suis indépendant et je veux vraiment aider les indépendants en faisant cette émission. Donc, il faut que vous compreniez une chose, c'est que vous êtes indépendant, mais vous êtes beaucoup plus dépendant de choses comme celle-ci, comme des notaires. Mais même nous tous, les gars, on est de la famille des investisseurs, on est très dépendant des notaires aujourd'hui parce que c'est un monopole et que ce monopole, quelque part, là, on s'en rend compte, peut nous tenir littéralement, je ne dirais pas le mot, mais vous m'avez compris. Là c'est un moment de gêne pour moi que je partage avec toi. Bref, vous m'avez compris. Et très sérieusement, fini de rire. Je comprends très bien ce qui est en train de se passer parce que d'un côté, tu as la profession de l'immobilier qui est en attente de ses coms et de l'autre côté, tu as un monopole qui est sûr d'être payé et qui n'a pas les mêmes problèmes. Et quand tu es indépendant, tu es peut-être très dépendant au niveau du travail auprès de tes prestataires, mais il y a une chose qui est jamais dite quand tu te lances en tant qu'indépendant et qui est pourtant tristement vrai. Il y a bien un point sur lequel tu es totalement indépendant, seul face à toi-même et où personne ne viendra t'aider si tu as un problème, c'est l'argent. Parce que là, sur ce point-là, personne, malheureusement, viendra t'aider si tu es indépendant. Et c'est pour ça que je voulais faire cette émission ce soir, pour vous expliquer que c'était très important de gérer correctement ses finances pour ne pas se retrouver dans la merde. Après, on va parler de la merde, mais on va finir tout ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a des notaires qui refusent d'assumer, ou en tout cas d'aller au bout. Enfin, non, ils ne refusent pas, c'est pas vrai. Disons que les notaires, certains accusent les notaires de refuser d'authentifier les actes de vente et ainsi ralentissent encore plus l'économie. Et de l'autre côté, on a les notaires qui disent que non et qui disent que de toute façon, si les vendeurs ou les acquéreurs sont morts, les actes ne se feront plus de la même façon puisque ce seront des successions. Ce qui est intéressant quand même de noter, je suis désolé, c'est morbide comme sujet, mais notez quand même que dans les deux cas, les notaires sont sûrs d'être payés, alors que les indépendants, les agents immobiliers, eux, effectivement, dans un cas ou dans l'autre, ils sont d'un côté sûrs d'avoir leur argent et de l'autre, pas sûrs du tout de l'avoir, parce qu'effectivement, si les gens décèdent, ils n'auront pas leur argent, les notaires ont raison, mais c'est quand même, il faut le reconnaître, dégueulasse, parce que les agents et les indépendants, eux, ils n'ont rien. On va aller dans le dur du sujet. Je vais vous expliquer une chose que vous savez déjà, mais si vous avez des charges, on va prendre par exemple, moi, 1000 balles de loyer. Vous avez 1000 balles de loyer. Vous avez le notaire qui a tous vos actes en attente. Vous n'avez aucun sou parce que vous avez des charges sur votre agence immobilière à hauteur de, 5 000 euros par mois de crédit pour faire tourner l'agence, qui est en fait un fonds de roulement dont vous avez besoin pour vivre. Vous avez 5 000 euros de crédit par mois. Vous avez le loyer, le machin, le truc. Enfin bref, vous avez toutes ces charges qui tombent tous les mois.
et vous avez tous vos actes bloqués chez les notaires. Je suis sûr qu'on est dans une crise sanitaire et que ce n'est jamais le moment de parler de ça. Mais à un moment donné, il faut penser à ces gens-là qui, eux, en plus de vivre la crise sanitaire, vivent une angoisse financière sur laquelle l'État, vous allez me dire, oui, l'État a dit, et j'en suis le premier à le vivre. Moi, j'ai reçu, comme je l'ai dit, des messages où on me dit qu'on ne payera pas le loyer. Mais moi, dans mon grand malheur, je vais vous en parler après, j'ai bien géré, j'ai déjà vécu une crise. Je pense que je suis quasi sûr de m'en sortir. Mais il y a des gens qui ne s'en sortiront pas, juste pour des raisons financières. C'est-à-dire qu'ils vont s'en sortir, et tant qu'on a la santé, tout va bien, mais perdre ton entreprise pour un truc pour lequel tu n'as rien demandé à personne, c'est quand même vraiment la merde. Parce que derrière, ces gens-là, il y a des familles et tout. Et donc, ces altercations, moi, je prendrai parti auprès de personne. Je ne suis pas là pour prendre parti. J'essaye juste de vous montrer qu'en tant qu'indépendant, c'est beaucoup plus complexe que ce que vous pouvez croire. Et que donc, votre devoir, c'est de vraiment en prendre conscience et de donc bien gérer. On va passer à la suite. Je vais réagir à vos commentaires. Juste pour finir sur cette histoire donc, qu'il y a eu, vous avez le président de la FNAIM qui a eu des propos maladroits. Il y a eu des échanges un peu virulents entre la Chambre des notaires, etc. Certes, aujourd'hui, il faut aussi ajouter qu'on est tous à flux tendu. Pourquoi ? Parce que, soyons clairs, on est tendu. Pourquoi ? Parce que cette histoire de confinement, c'est que le début, ça va durer. Donc, calmez-vous. Il ne faut pas qu'on perde notre sang-froid parce que c'est déjà très difficile pour certains. Il faut essayer de comprendre tout le monde et surtout, essayer de faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je réagis à vos commentaires et je continue. Alors, tu peux pas... Hein, tout ça, je l'ai vu. Moi, je pars sur une base de 2000 pour le mois et tout ce qui est au-dessus est mis de côté pour investir. Depuis que je fais ça, je m'en sors super bien. Voilà. Mais c'est très bien. Merci l'anglais de partager, par exemple, ta technique parce qu'elle est tout à fait saine. C'est super de faire ça. C'est une très bonne approche de te dire, par exemple, moi, je veux tant par mois et dès que tu peux te payer, si tu es indépendant un peu plus, bah, tu le mets de côté pour justement gérer comme je te l'ai dit. C'est parfait. Je trouve ça génial. C'est génial. Super. Bravo à toi. C'est exact. C'est mon cas pour l'instant. Après, il faut que ce soit gagnant-gagnant. Je suis d'accord, Julien, mais c'est le but, hein, de toute façon. Les monopoles de notaires, ça me fait... Gabi, voilà. Alors ça, c'est ce à quoi je faisais allusion au début du live. Quand on va sortir de cette crise, il va réellement, sérieusement falloir se poser des questions. Je suis d'accord avec toi. C'est là que tu vois qu'un monopole, c'est là que tu vois que nos sociétés sont mal organisées à certains niveaux. C'est dramatique. C'est dramatique. Ouais, c'est la merde. J'ai une nouvelle locataire qui doit arriver en juin. Elle a envoyé son préavis à son organisme HLM et la réponse est toute demande est gelée. Bizarrement, c'est le premier à gueuler quand on est touché à leurs privilèges. Exactement. Il est temps qu'on casse les monopoles. Compliqué ce débat. Compliqué. Dans le même genre de... Voilà. Dups, j'ai une réno suite à une fuite. Bon, là, vous parlez entre vous. Je n'ai plus aucune des réponses artisans syndic. Effectivement, mais de toute façon, c'est normal. Voilà, on rentre un peu dans le dur. Alors, salut Nico, tu parles d'IMO, mais il y a aussi les rachats de sociétés, fonds de commerce d'impactés avec des risques et des bénéfices différents. Je suis complètement d'accord. Ce soir, je parle de tous les indépendants. Moi, je vais beaucoup parler d'immobilier, c'est mon métier, c'est le cœur de mon activité, mais je parle de tous les indépendants. Je veux vous dire que voilà, on est obligé de parler d'argent parce qu'aujourd'hui, de toute façon, à la suite de tout ça, on va en parler beaucoup plus encore parce qu'on va devoir faire tirer le bilan. Et vous verrez que l'argent, n'en déplaise à certains, fait partie de la vie tant qu'il y a de la vie. Maintenant, effectivement, la vie prime sur tout le reste, on est bien d'accord. Et c'est normal qu'on s'arrête et qu'on s'en foute de l'argent maintenant. Mais moi, c'est mon travail de vous en parler. Alors, on va donc maintenant rentrer un peu plus dans la discussion de comment vous devez gérer tout ça. Alors, vous devez vous poser une première question. Et qui est assez essentiel, c'est de quoi tu dépends. Déjà, faites cet exercice, s'il vous plaît, faites-le tous. C'est vraiment sérieux comme exercice. Je vous le donne et c'est l'occasion, vous avez du temps pour penser à ça. Demandez-vous de quoi vous dépendez. Récemment, et de plus en plus, j'ai vendu beaucoup de choses et je vends de plus en plus de choses. J'ai eu une histoire de vie là, depuis ces 2 dernières années où on a énormément déménagé et ça m'a fait prendre conscience. J'avais déjà cette conscience depuis 2014. Je peux même vous donner la date. Depuis 2014, j'ai commencé à vendre des affaires personnelles à moi. Et cette question que je vous pose, elle est réelle. Demandez-vous de quoi vous dépendez. Vous l'avez peut-être lu dans mon bouquin. Il y a eu une période de ma vie où je m'étais acheté un home cinéma. J'étais un grand fan de home cinéma. D'ailleurs, attendez, regardez. Et j'en ai la preuve. J'enlève mon casque. Il m'en reste des playlists. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer.
hop, voilà, il est lourd, hein. J'avais un gros vidéoprojecteur. Oh là là, ça marche même plus. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est un coup de sang, c'est moi ça. J'avais donc un gros home cinéma, j'avais des vidéoprojecteurs, un tritube et tout. Genre, on était très, enfin bref, je vais pas raconter ça, on s'en fiche. Ce que je veux vous dire, c'est que j'étais très attaché à tout ça. J'avais énormément de DVD quand, voilà, j'étais fan de tout ça. J'ai eu ma période et j'aime toujours ça d'ailleurs, je vais pas vous mentir. Mais il m'était arrivé une chose qui est intéressante et que je veux partager avec vous, c'est que j'ai eu à un moment donné la sensation que finalement, mon home cinéma me possédait plus que ce que je le possédais. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que j'avais acheté ce truc, mais c'était ce truc qui me possédait, quoi. Alors, je kiffais, hein, regarder des films et tout, c'était génial. Hein, j'avais des potes qui venaient, il y avait plein. Enfin voilà, c'était un bon moment de vie. Je regrette rien, encore une fois, j'ai pas de regret là-dessus. Mais c'était le home cinéma qui me possédait plus que ce que je le possédais. Donc, demandez-vous de quoi vous dépendez. Et je ne parle pas de l'aspect financier des choses. Je parle de votre vie de manière générale. Parce que généralement, ça fait beaucoup de général dans la phrase, mais voilà, quand tu te lances en tant qu'indépendant, c'est parce que quelque part au fond de toi, l'appellation te fait rêver. Quand je mets le mot indépendant, je parle vraiment de tout ce qui est indépendant. Comme quand certains te font rêver avec l'indépendance financière. Quelque part, on ne va pas se mentir, on a tous... Moi, dans l'indépendance financière, le mot qui me touche le plus, c'est indépendant. Financier, j'en ai un peu rien à foutre. Moi, c'est l'indépendance, la liberté, tu vois. Et là, dans cette période, demandez-vous de quoi vous dépendez. C'est réellement le moment de le faire. Parce que professionnellement, personnellement, à tous les niveaux, amicalement, tout. Moi, tu vois, là, il y a des choses dans ma tête, notamment là, j'ai refait mon site. J'ai retrouvé des photos de moi quand j'étais allé au championnat du monde, etc. Tout est sur le site, vous pourrez aller voir. J'en ai mis une d'ailleurs. Et ça fait quelques temps que je veux reprendre le sport. Et je ne reprenais pas le sport à cause aussi d'Internet. Je peux vous assurer qu'après la crise, là, après notre confinement, je vais vraiment reprendre le sport. J'ai décidé, je me suis dit, là, c'est terminé. C'est vraiment, voilà, si ça doit me réarriver, je veux que ça me réarrive en me disant, ben, au moins, j'ai repris le sport. Donc, demandez-vous de quoi vous êtes dépendant. Sincèrement. C'est une vraie question que je vous demande de vous poser. Et ça sera un bon exercice. Et ce n'est pas une réponse que vous devez trouver ce soir ou demain matin en vous levant parce que je vous l'ai posée aujourd'hui. C'est une question que vous devez vous poser tous les jours, pendant plusieurs semaines, peut-être même pendant tout le long de ce confinement, et que peut-être vous n'aurez pas encore la réponse, vous aurez peut-être la réponse qu'à la fin de l'année. Moi, je me pose cette question depuis un long moment, mais là, je me la pose encore plus fort parce que je me dis de quoi je dépends et surtout de quoi je dépends, dont j'ai envie de dépendre en fait. Parce que c'est ça la vérité. Alors, j'ai la chance de faire beaucoup de choses que j'aime dans ma vie. Je suis en train de kiffer tout ce que je suis en train de faire, mais vraiment très fort. Donc, il n'y a pas grand-chose que j'ai envie de changer, à part peut-être le sport que je veux vraiment reprendre, parce que là, j'ai vraiment pris une vraie décision et j'ai trouvé comment m'organiser pour le faire. Mais voilà, je vous envoie ça comme ça à la figure. Faites-le réellement. Deuxième question, tout ce qui te fait chier, demande-toi comment t'en passer. Et c'est possible. Voilà, je voulais te le dire. Moi, aujourd'hui, j'ai vendu énormément de choses. Je suis encore en train de me séparer d'énormément de choses. Je vends même des trucs que ça me fait chier de me séparer, mais parce que je me dis, putain, si je suis vulgaire là, c'est pas bon. Parce que je me dis, c'est pas possible de dépendre de ces trucs-là. Ça me fait chier. C'est pas possible, je vais me séparer de ça. Et donc, demandez-vous comment vous en passez. C'est le moment. C'est pas le moment comme ils vous disent tous. Non, posez-vous les vraies questions de fond. Celles qui font mal, celles qui vous font réagir, celles qui vous font agir. Parce que c'est ça qu'il faut que vous arriviez à faire. Il vous faut agir pour ne pas être asservi ou en tout cas sous le contrôle de choses qui en fait vous font profondément. Allez, je lis un peu et on passe au prochain point. Hein, on dépend. Alors Dups nous dit on dépend tous des banques. Et c'est vrai, indirectement, tu as raison. Mais plus ou moins. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, par exemple, aujourd'hui, alors c'est facile de parler comme ça, puisque mon acte, encore une fois, est passé au matin, tout ça. Mon acte ne serait pas passé, je ne tiendrai pas le même discours, mais aujourd'hui, je dépends. Ben, voilà, je me dis que si je devais ma banque péricliter et que je devais tout perdre, ben, je l'assume. Aujourd'hui, je suis capable de l'encaisser. Voilà, c'est ça qui compte, tu vois. Donc, tu es dépendant des banques, mais essaye de te dire, voilà, ok, si dans ma répartition de mes fonds, dans la répartition de ce que je possède, est-ce que si la banque périclite, que tout est remis à zéro, la bip, banqueroute, je me réveille demain matin, j'ai mes propriétés, voilà, j'ai mes actes de propriété, c'est tout ce que j'ai, parce que après, si demain, il y a un blanc disque, on repart du bon pied, il va te rester quoi? Tes actes, de tout ce qui est acte physique qui t'est lié à toi, c'est les seules choses qui vont te rester. Est-ce qu'avec ça, tu as de quoi repartir? Moi, ma réponse personnelle, elle est oui. La question, après, je te la pose à toi d'y répondre. Je ne veux pas que tu répondes dans le chat.
C'est le problème de tout un chacun. C'est pas la question. Ouais, vous m'avez compris. Hein. Salut Delec, salut à tous. Alors, de même, Internet, de même, alors Serge fait une remarque qu'il a tout à fait, de même, Internet nous possède. Ben, ça dépend de ton rapport. Peut-être que c'est l'occasion pour toi de faire une cure d'Internet. Fais-le. Fais-le. Moi, je t'invite à le faire. On est là pour effectivement avancer. Julien me dit, viens nager à Hyères. Alors, tu sauras, Julien, que j'ai fait des championnats de France à Hyères, que je connais ta piscine découverte de Hyères, que j'aime beaucoup et que j'ai des très bons souvenirs là-bas. J'ai fait aussi notamment les championnats de France, je ne sais plus quelle année, ça ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas? Mais oui, avec plaisir. Moi, je profite du confinement pour faire du sport. Ben, tu as bien raison. Netflix va posséder toute la population bientôt. Je suis bien d'accord avec toi. Netflix, c'est vraiment des vicieux, ceux-là. Ça, ils sont bons. Je suis dépendant du travail. Mohamed, je suis fait pour te comprendre. Quand tu aimes ton job, tu es effectivement dépendant du job. Mehdi dit, on va tous nager. Mehdi, qu'est-ce que je suis d'accord avec toi? Moi aussi, je kiffe la natation. Mais du coup, je vais quitter le live. Oui, c'est vrai. On va tous quitter le live pour aller nager. Bon, voilà. Alors, on va rentrer maintenant dans un... Je vais globalement finir la liste parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire et le temps passe. Et donc, je vais quand même essayer de finir. Et puis après, on verra ce qui reste comme temps et ce que je peux encore faire. Un point intéressant que je voulais quand même vous dire avant que j'attaque tout ça. Quand vous êtes indépendant, c'est dans le texte, c'est ce que je veux vous dire. Quand vous êtes indépendant, c'est quelque chose que je trouve intéressant, c'est que quand vous êtes indépendant, et en tout cas moi quand je suis devenu indépendant la première fois, j'avais cette notion un petit peu de, comment je vais dire ça, j'avais pas la notion de groupe, alors qu'en réalité tu rentres dans un nouveau groupe. Je ne sais pas si je vais arriver à exprimer l'idée que je veux donner au travers de ça. J'avais la sensation que les indépendants, c'était un petit peu des solitaires qui travaillent pas dans leur coin, mais de leur côté. Tu vois, le genre de truc un peu comme ça. Et en fait, quand je suis devenu indépendant, j'ai eu la sensation de rentrer dans un nouveau groupe. J'ai trouvé ça très intéressant. Je ne sais pas si certains indépendants peuvent le témoigner, mais moi, j'ai eu la sensation. Alors, je suis travaillé dans un groupe de courtage en crédit, ce qui a fait que j'ai eu la sensation de faire partie de ce groupe-là. J'ai travaillé en tant qu'agent immobilier indépendant aussi, où j'ai eu le soutien d'un groupe derrière moi qui me donnait des informations. Donc, j'ai eu la sensation aussi d'être dans un groupe, alors que de l'extérieur, tant que j'y étais pas, j'avais la sensation que j'allais être seul, en fait, alors que je n'étais pas du tout. Et je voulais juste le préciser parce que je voulais dire, voilà, c'est intéressant, je trouve. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Voilà. Bon. Maintenant, un conseil de gestion qui est réellement bateau, mais que je veux développer avec vous. C'est la fameuse phrase « think outside the box » qui dit de ne pas... En fait, ça veut dire de ne pas réfléchir comme tout le monde. Alors, ça, c'est une notion qui est complexe. Beaucoup de gens vous brandissent ça. Je ne veux pas que vous croyiez que je fais genre comme tous ces gourous. Ah oui, il faut penser en dehors de la boîte, c'est super et tout. C'est pas aussi simple que ce qu'on peut croire. Le problème de tout ça, c'est que déjà, on est pas mal formaté par le monde qui nous entoure, par le regard de l'autre aussi, sans parler de formatage aussi, la peur du regard de l'autre, la peur de faire des choses différentes. Moi, j'ai la chance d'avoir été élevé par une personne qui était très peu conformiste, ma mère, qui a fait que mon adolescence a été jalonnée par des situations cocasses qui m'ont appris à ne pas avoir honte, un peu à mon détriment. Je veux pas que vous croyiez que, en disant ça, je veux pas que vous croyiez que aujourd'hui, je peux en parler de façon sereine, mais je l'ai très mal vécu en fait. C'est pas, il faut pas que vous preniez ça comme un avantage que je mets en avant par rapport à vous du tout. Je peux vous assurer que quand ma mère m'amenait à un endroit et que j'arrivais 1 heure après tous mes potes, j'avais juste qu'une envie, c'était rester chez moi en fait. J'avais honte à en mourir. Mais à force d'avoir honte, bah à la fin, tu n'as plus honte. Et comme ma mère, en fait, elle était capable toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, de me mettre dans des situations cocasses, ben en fait, j'ai appris à n'avoir plus rien à braire du regard des autres. Et donc, c'était pas un avantage. Hein. Pendant très longtemps, je l'ai très mal vécu. D'ailleurs, je ne vais pas vous cacher que quand mon père est parti, une des choses qui a été le plus dur pour moi, ça a été ça. C'était que ma mère n'a jamais rien eu à braire de qui que ce soit autour d'elle. Elle a toujours fait tout ce qu'elle voulait, comme elle le voulait. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Voilà, ça a été très long pour que je l'accepte. Aujourd'hui, c'est effectivement un avantage. Mais voilà, elle a fait des choses. Moi, je me rappelle, des fois, elle faisait des trucs où j'avais honte à en mourir. Et
Think outside the box, c'est le fond du problème. Et j'en ai conscience. C'est qu'aujourd'hui, même moi encore, il y a des trucs sur lesquels je suis en conflit avec ma mère. Parce que ma mère, pour le coup, elle, c'est vraiment think outside the box. Mais moi, des fois, je vais être en conflit avec elle parce que, ben voilà, on a tendance tous, autant qu'on est, sur certains points, à être dans la normalité des choses et à avoir du mal à aller au-delà de ça. Alors, j'ai des petits trucs à vous donner auxquels vous pouvez penser et c'est toujours intéressant de penser comme ça et c'est de la gestion pure et simple. Alors, par exemple, vous rentrez dans un groupe et vous êtes indépendant ou peu importe. Et on va vous présenter quelque chose. On va vous présenter une méthode de vente, on va vous présenter un outil, on va vous présenter des choses. Ce n'est pas parce qu'on vous présente des choses que ces choses sont optimisées. Donc, ça veut dire que la présentation est différente de l'optimisation. Donc, dès qu'on vous présente quelque chose, moi, c'est quelque chose que je fais très souvent aujourd'hui, quand on me présente une chose, ben, je me dis que cette chose n'est pas forcément optimisée. Alors, des fois, elle n'est pas optimisable, mais des fois, elle n'est juste pas optimisée. Donc, quand on te présente une chose, prends l'habitude de te dire qu'elle n'est pas optimisée. Et si tu te dis ça, déjà, ça va t'obliger à aborder la chose sous un autre angle, ou peut-être à la voir différemment, ou à t'autoriser, déjà ne serait-ce que t'autoriser à la voir différemment que la présentation qu'on est en train de t'en faire, pour te dire que peut-être toi, tu t'en serviras mieux. Petit conseil intéressant, je trouve, en tout cas, c'est une façon de voir les choses. Deuxièmement, et ça, c'est sûrement la chose la plus compliquée à mettre en œuvre, mais pourtant, je vous assure, les gars, si vous faites ça, vous allez me remercier. Alors, vous m'excusez, je relance Instagram parce que vous savez, en plus, c'est bien pour ça Instagram, parce que Instagram, quand vous dépassez l'heure de live, oh là là, j'ai fait une bêtise, désolé. Quand vous dépassez l'heure de live sur Instagram, Instagram périclite. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai ma petite liste, je ne peux pas perdre le fil. Deuxième conseil, c'est le plus difficile à mettre en œuvre. Donc, je vous souhaite d'y arriver. Bonne chance, comme ils disent dans mon pays. Mais si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas très grave. C'est l'entraînement qui va vous permettre de le faire. Logique est différent de rentable. Ça veut dire que si c'est logique, c'est très souvent pas rentable. Et si c'est rentable, c'est ça qui est le plus intéressant, c'est que c'est souvent pas logique. Mais le problème qu'on a, nous, et surtout avec l'argent, c'est que quand tu empiles les caractéristiques de l'argent et que tu essayes du coup d'en tirer quelque chose, ben là, tu comprends pourquoi le cerveau humain a autant de mal à gagner, enfin pourquoi les gens d'abord, et les indépendants d'ailleurs, ont du mal à gagner de l'argent, c'est parce que regarde, l'argent, au premier abord, c'est tout ce qu'il y a de plus logique. Donc quand tu regardes comment fonctionne l'argent, 1 plus 1 égale 2, si tu as 100 euros et que je te donne 100 euros, ben tu en as 200. Il n'y a rien de plus logique que ça. Comment veux-tu, si à ton cerveau, là devant ta tête, devant tes yeux, je te mets un truc ultra logique, comment veux-tu que ton cerveau commence à réfléchir de manière illogique avec ça? C'est déjà à la base, c'est pas possible. Deuxièmement, et c'est là où c'est le plus drôle, c'est que tout est fait autour de l'argent pour que tu t'en serves de façon logique. C'est-à-dire que, je m'explique. Si par exemple, tu veux faire un pitch de vente, ou si tu veux vendre un produit à quelqu'un, ou si tu veux, comme là je suis en train de te faire, te présenter des choses à quelqu'un, je vais devoir, pour que tu l'acceptes, passer par le système de ta logique. Ce qui veut dire que la logique rentre en jeu dans le fait que ton cerveau accepte l'information que je suis en train de te délivrer. Ce qui fait que, rien que là, on a 2 éléments logiques qui sont nécessaires pour que tu en comprennes le fonctionnement. Mais le problème, c'est que si tu veux que ce soit rentable, bah, il va falloir que tu ailles chercher quelque chose d'illogique. Cette espèce de dualité fait qu'on a des problèmes avec l'argent. C'est hyper intéressant, je te demande d'y réfléchir. Hein. Bon, tu peux aussi réagir à ça. Mais du coup, si tu veux, en tant qu'indépendant, avoir de la rentabilité, il va falloir aller chercher du côté illogique. Et ce n'est pas aussi facile que ce qu'on peut croire. Troisième et dernier point que je voulais vous développer ce soir, c'est la technique. Alors, c'est quelque chose de très courant, connu, tout ce que tu veux, mais je suis quand même obligé de le dire. Technique ne veut pas dire irréalisable. Technique n'est pas une excuse à l'irréalisabilité de ce que tu veux faire. C'est pas parce que la chose que tu veux mettre en œuvre est techniquement complexe que ça t'empêche ou que ça t'exempte de la faire. Ce que j'essaye de te dire, c'est quoi? C'est que très souvent, les indépendants, les gens qui travaillent à leur compte, vont pas mettre en place des choses dans leur quotidien sous prétexte que la chose est complexe à mettre en œuvre, qu'il faut un spécialiste, que ça coûte. Mais bref, je ne vais pas vous donner les raisons, mais techniquement, ils vont te trouver tout un tas de raisons, techniques souvent, ou des difficultés, appelle ça comme tu as envie, pour ne pas faire. Or, c'est l'inverse en fait. Très souvent, plus la barrière elle est haute à l'entrée, moins il y a de gens qui vont essayer de la franchir, moins il y a de gens qui vont essayer de la franchir, plus si toi tu t'y lances,
avec une ficelle et un bout de bois, tu as de chance de tirer quelque chose d'excellent de ce comportement-là. Donc, 3 choses que je veux que tu te rappelles, qui sont des éléments liés pour moi à Think Outside the Box. C'est présentation n'égale pas forcément optimisation. C'est parce qu'on te présente une chose d'une certaine façon qu'elle n'est pas optimisée, enfin, qu'elle est forcément optimisée. Elle peut être optimisée de d'autres façons que ce qu'elle t'a été présentée. Donc, fais toujours attention à la présentation. Deuxième chose, quand on te fait des choses. Deuxième élément, logique n'égale pas rentable. D'ailleurs, c'est très souvent l'inverse, mais bon, voilà. Et enfin, c'est pas parce que c'est technique que ça te donne une raison de ne pas faire. Si déjà tu fais ça avec ton argent en tant qu'indépendant, donc tu l'adaptes financièrement à tout ce que tu peux faire, crois-moi, tu vas avoir des résultats juste exponentiels. Aucune raison de ne pas agir. C'est le point final de ce point-là. C'est avec ça que je devais clôturer. Tu dois, dans tous les cas, toujours passer à l'action. Quoi qu'il t'en coûte, tu dois passer à l'action. Et ça, c'est pas une question financière que je suis en train de développer. C'est une question, tu dois passer à l'action, c'est tout. C'est hyper important pour moi. L'action reste le maître mot, quoi que tu veuilles faire dans la vie. On va arriver maintenant au dernier point, qui va être le point de la conclusion. Après, je prendrai un peu vos réactions et on verra un peu, je finirai avec vous sur le chat. Le point de la conclusion, ce que je voulais faire, c'était un peu vous faire un témoignage, puisque j'en suis à ma 2e crise. C'est pas, voilà, j'en suis pas fier, on va pas se mentir. J'aurais préféré ne pas en vivre une seule, mais bon, c'est comme ça. C'est ma 2e crise financière. D'ailleurs, toujours pas. Aujourd'hui, j'ai pas regardé, tu vois, j'ai pas regardé le marché des actions aujourd'hui, à combien ça a clôturé. 2e crise financière pour Bibi. Donc, je termine avec, on va dire, un témoignage et un petit peu un retour d'expérience sur ce que j'ai pu vivre. La crise de 2008, pour moi, déjà, je vais vous dire une chose. A priori, donc je considère déjà qu'on n'est que, nous, en tout cas français, on n'est qu'au début de la crise. Je considère aussi que cette crise, elle a quelque chose de très différent de la précédente, à savoir qu'on a la chance, si tant est qu'on puisse appeler ça une chance, d'avoir eu les Chinois avant nous. Et on a la chance que cette crise sanitaire ait eu lieu en Chine. Je vous assure que je crois que le monde n'a pas conscience à quel point on a eu de la chance sur ce coup-là. Et Dieu sait que je ne crois pas à la chance. Mais que si, dans ma vie, il y a un événement que chacun d'entre vous aura le droit de me rappeler, s'il me voit en séminaire un jour dire que la chance n'existe pas, il aura le droit de me dire, Nicolas, tu avais dit à un live pendant la crise du coronavirus que ce qui s'est passé par la crise du coronavirus est clairement de la chance. Si le coronavirus commence en Europe, les mecs, on serait même, je pense pas qu'on serait là en train de parler en fait. Je pense que le fait que ce soit la Chine qui nous précède, ça, c'est parce que je suis allé chercher ça, c'est un signe de Dieu, ça. Pardon, je blasphème pas. J'ai un humour spécial. Excusez-moi, c'est rigolo. C'est pas grave. Vous imaginez pas la chance qu'on a eue. Vous imaginez pas. Voilà. Pour moi, si je dois croire à la chance une fois dans ma vie, ben là, j'y crois. Parce que franchement, voilà, rien que ça fait que la crise, elle est différente pour moi. Parce qu'en fait, tu as quelqu'un qui a ouvert la voie. Et aujourd'hui, je ne dis pas que on ne peut pas savoir, on ne peut pas connaître l'avenir. Mais déjà, on sait qu'il y a des pays qui sont, qui sont en sortie de crise. Donc, peu importe après tout ce que chacun d'entre vous croyez, en fait. Peu importe les mecs. C'est comme si tu avais un tunnel avec quand même une lumière quelque part. On ne sait pas la distance qu'il y a entre la lumière et nous, mais la lumière est liée, quoi. Parce qu'on pourrait être que dans un tunnel, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On pourrait être juste dans un tunnel. Là, la discussion, c'est tunnel avec lumière. Distance inconnue, tunnel avec lumière. Pour moi, voilà, même si je meurs demain, je sais que potentiellement, ma fille va vivre. Je sais que potentiellement, certains d'entre nous vivront. Donc, tunnel avec lumière. Voilà, c'est ça qui compte. Tant qu'il y aura de la vie, il y aura des solutions. Même si ma vie à moi disparaissait, il y aura des solutions qui se feront. Et ça, c'est une réelle opportunité en soi. Après, tout le reste, on l'ignore. Mais c'est la vie. C'est comme ça. C'est ça la vie, en fait. C'est que tu as quelques données et tu dois composer avec les données manquantes. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc, je ne vous apprends rien normalement, en fait. En réalité, je vous fais juste état d'une situation. Donc, crise très différente de la précédente. La précédente, et puis une chose que les gens ont ignorée sur la précédente crise, c'est que pour l'avoir vécu, alors, il y en a d'entre vous qui on l'a tous vécu. Je ne sais pas si vous étiez tous dans l'immobilier, mais moi, pour l'avoir vécu de plein fouet, crise purement immobilière. Là, on n'est pas du tout sur une crise immobilière, les mecs. Et puis,
excusez-moi de vous le dire, mais crise financière, de toute façon, voilà, c'est des cycles, il y en a toujours des crises financières. Ça n'avait pas été ça, ça aurait été autre chose. Et je vous rassure, il y en aura d'autres. On va en vivre d'autres. Parce que hier, on a fait des hypothèses, mais dans l'hypothèse où on reprend notre vie et qu'il ne s'est rien passé, hypothèse très probable, il y aura d'autres crises, les mecs. Et ça, vous le savez. Donc, ce que j'essaye de vous dire, c'est que quoi? Crise très différente. Pourquoi? Parce qu'à la précédente, on n'avait pas de visibilité, on n'avait pas la petite loupiote au fond. Et en plus, les banques, là, je vous ai vu là juste avant la crise, les gars, je recevais les messages. Hein. Oui, Nicolas, donne-nous ton avis, sur les nouvelles restrictions bancaires. Comment ça va venir? Il y a même des mecs entre vous là, tous qui m'avaient dit oui, ton programme 10 millions avec la banque, comment tu vas faire? Les gars, mon programme 10 millions, il a été pondu pendant la crise des subprimes où quand tu arrivais, tu disais bonjour, je voudrais faire de l'immobilier. Non. Un an, je passe. Oui, mais moi, je vis de ça, monsieur. Si vous ne me prêtez pas, je vais mourir. Non, non, immobilier, c'est mort. C'est non. Fais autre chose. Ah oui, mais moi, je ne sais rien faire d'autre. Voilà, c'était ça. Hein. Dites-vous que j'ai vécu ça de 2009 à 2012. Alors, 2010, pour être très précis, parce que le temps que ça se mette en place, la fermeture, 2008, la crise des subprimes, jusqu'en 2012, même j'ai écrit, je ne sais jamais, 2-3 ans, combien de temps ça a duré, le désert de Gobi. Non, 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 non. Non. Et moi, j'ai retourné comme un gros idiot, tu vois. Le mur. Donc, très différent. Et c'est pour ça que je vois vos réactions. Moi, je ne peux pas avoir peur, en fait. Personnellement, je n'ai absolument pas peur parce que pour moi, ce n'est vraiment pas une crise immobilière. Donc, clairement, il y aura un impact, mais pas à l'échelle que j'ai déjà connue. Pour moi, c'est mon avis. Attention, je ne connais pas l'avenir. Peut-être que vous verrez l'inverse. Donc, par contre, ce que je peux vous parler, c'est ma gestion de mes comptes. Et c'est ce que j'ai vécu pendant la crise de 2008 que j'espère franchement qu'entre vous, il n'y en a pas qui vont être dans la situation dans laquelle je vais décrire. Moi, la crise de 2008, j'avais des crédits en cours. J'étais très juste sur les comptes. Le moindre problème que j'ai rencontré, c'est-à-dire la crise, m'a mis à genoux. Je n'avais plus d'argent. Mon réflexe. Je suis rentré chez ma mère. Hein, pendant la période de crise. On ne va pas se mentir. Pas d'autre solution. Il y a eu une période pendant la crise et j'étais chez ma mère. Limitez vos frais. Alors, certains d'entre vous ne pourront pas le faire. Mais si vous étiez comme moi, j'étais pendant la crise, ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai dû faire. Ça a été un petit cycle qui a été nécessaire à ma survie. Et je préférais ça que mourir. Deuxièmement, je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai tout coupé. Je coupais tout ce qui était saisi. C'est là où j'ai commencé à arrêter les abonnements parce que tout le monde venait prendre de l'argent que j'avais plus en fait. Et le problème, il y a quelqu'un qui m'a, dans un live il y a quelques jours, qui m'a dit, tu n'as pas parlé du cash squeeze. Donc, il y en a qui appellent ça comme ça. En réalité, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un phénomène qui existe en finance. C'est que dès l'instant que vous avez des actifs qui génèrent des demandes d'argent, ce qui est le cas de l'immobilier, parce qu'en immobilier, vous avez des demandes financières qui vont arriver. Le foncier notamment, qui est une... Ce n'est pas les bons termes que j'emploie, mais en gros, le fait de détenir des actifs déclenche des impôts, mais quand vos actifs ne génèrent pas eux d'argent, ce qui était mon cas en 2008, ben vous êtes en fait dans une phase d'endettement et vous creusez plus. Chaque jour qui passe, votre endettement se creuse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'avais tout arrêté. Je voulais plus payer personne en fait. À ce moment-là, je payais plus personne en fait. Je vais pas vous pareil. Réflexe que vous devez avoir. Vous dites à tout le monde, ben, désolé, t'attends en fait. Je ne peux pas faire autrement. Toi, plus personne je paye. Voilà. J'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Et je vous incite à le faire si vous êtes dans la merde. Ne payez plus personne. Vous n'avez pas le choix. En fait, c'est très simple. Bien évidemment que si plus personne ne paye les fournisseurs, ben, le fournisseur va aussi se retrouver étouffé. Mais à un moment donné, si vous êtes dans un danger de mort, vous devez sauver les meubles. Ne vendez pas pendant que vous êtes comme ça. Il ne faut pas vendre. Parce que vous allez prendre des mauvaises décisions. Là, pareil. Moi, il m'est arrivé de prendre des décisions dans des situations comme celle-là. J'ai pris que des mauvaises décision. Donc, pourquoi je vous dis de ne plus payer personne? Je vous donne ce conseil parce que vraiment, c'est ce que j'ai vécu. Moi, j'ai pris des décisions, des mauvaises décisions qui ont enclenché de nouveaux problèmes juste après, en fait, qui ont fait que empirer la situation. Une crise, c'est une crise. De la façon dont je l'ai dit tout à l'heure, dans celle-là, la seule différence, c'est qu'on a une lumière, elle est existante, voilà. Elle suffit juste pour donner l'espoir qui est nécessaire pour nous donner l'envie de nous dépasser et de faire en sorte qu'on va s'en sortir. Et on va s'en sortir. Par contre, je vous le dis, les mecs, je vous le dis, voilà, il va vous falloir, pour tous ceux qui sont dans des difficultés, qui commencent à avoir des dettes, vous dire que il va vous falloir, à la sortie de tout ça, régler ce que vous devez, comme moi j'ai déjà fait, et surtout, vous remettre à flot. Alors, comment on fait pour ne pas arriver à ces situations-là? On prévoit de l'épargne un petit peu, ou en tout cas, suffisamment d'argent devant soi pour arriver à, à faire face
à ces situations-là. Deuxièmement, et là, c'est un petit peu le moment pour moi, vous m'excusez, vous m'empêcherez pas de bouder mon plaisir à un moment pareil. Vous allez comprendre enfin pourquoi je suis sûrement seul. J'aime pas dire ça parce que peut-être qu'il y en a d'autres qui vous l'ont dit sur Internet, mais vous comprenez pourquoi je ne suis pas fan des financements à 110%. Et là, je vous prie à tous qui êtes présents, si vous avez des financements à 110%, les mecs, vous comprenez l'ineptie de cette chose. Parce que si vous n'avez pas de marge, le moindre pépin, pourquoi vous croyez que je suis calme? Pourquoi vous croyez que je ne réagis pas? Parce que j'ai des lots soldés, parce que je n'ai pas des endettements de ouf, parce que dans chacun de mes biens, il y a de l'argent, parce que j'ai envie de m'énerver. Et voilà, les mecs qui vous parlent n'ont pas de recul. Et j'en suis désolé, ils ne vous donnent pas des mauvais conseils, ils vous donnent de très bons conseils, mais c'est dans des situations comme celle-là, comme je l'ai dit au tout début quand j'ai commencé ces lives, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent tout nus. Et ils sont à poil. Alors, je ne les critique pas. Je ne veux pas croire que vous ne prenez pas ça pour de la critique. Moi, ce qui m'emmerde, c'est quand je vois des mecs qui arrivent avec 15 crédits. Alors, j'exagère. Mais si tu as commencé à faire 3-4 crédits à 110% et que tu es dans la merde à ce moment-là parce que tu n'as pas d'argent devant toi, tu es dans la merde. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire des crédits à 110%? Non. Je ne vous dis pas ça non plus. Le crédit à 110% doit être maîtrisé. Est-ce que vous pensez simplement, et c'est la seule question que je vais vous poser, j'ai peut-être pas complètement raison dans ce que je suis en train de dire et je suis ouvert à la discussion, mais est-ce que vous pensez que commencer par des crédits à 110%, c'est la meilleure des idées? Personnellement, je ne crois pas. Personnellement, je ne pense pas. Je pense réellement que le crédit à 110% demande de l'expérience pour être utilisé. C'est un bon outil, mais sûrement pas pour commencer. Voilà, c'est mon avis personnel. C'était un petit peu mon petit coup de gueule parce que aujourd'hui, il y en a qui sont, j'en suis certain, dans la merde. Ça me fait vraiment chier parce que je vais vous dire aussi ce que je sais parce que je l'ai passé cette crise avec des mecs de l'immobilier. Et il y a des mecs qui sont sortis de là en me disant l'immobilier, c'est de la merde, je ne ferai jamais plus de l'immobilier. Et c'est pas vrai en fait. Ça n'est pas vrai. C'est pas l'immobilier qui est de la merde. Ce qui est de la merde, c'est ta gestion. C'est la gestion du mec qui est pourrie. Et c'est tout le temps comme ça, en fait. Et c'est ça qui m'agace. C'est pour ça que toi, en tant qu'indépendant, chef d'entreprise, toutes les personnes qui sont à leur compte, vous pouvez pas faire comme les Jean-François à la télé. Les Jean-François, ils s'en battent les boubilous parce que derrière, quand ils ont un problème, ils augmentent les impôts, ils nous prennent notre argent, ils en ont rien à voir, ils n'ont aucune notion financière. Et d'ailleurs, je l'ai dit aussi au début du live, mais on voit très bien que leur modèle, il est déficient parce que le premier truc qu'il a dit, c'est vous inquiétez pas, on arrête toutes les charges. Parce qu'il sait très bien que s'il laisse toutes les charges, on est mort. Mais ça veut dire qu'il gère comme une quiche. Si ton système, il est correct, tu dis, les gars, vous inquiétez pas, j'ai bien géré, on va garder les charges, on va faire comme ça, on va manager et tout devrait bien se passer. Si on avait des bons gestionnaires, tout devrait bien se passer. Je suis en colère parce que, en fait, le problème qu'on a, c'est qu'on identifie toujours des mauvaises causes et du coup, on en tire des mauvaises conclusions. Si dès le départ, ta réflexion, elle est basée sur la mauvaise cause, tu ne peux pas en tirer la bonne conclusion. Et le problème, il est là. Donc, je ne dis pas que le crédit à 110%, il est la cause de tous les maux. Ce n'est pas non plus ce que je suis en train de dire. Je dis juste que là, aujourd'hui, il y a des investisseurs immobiliers qui, au départ, auront peut-être écouté des sirènes et qui se seront laissés bercer d'illusions. Et s'ils sont en train de se prendre les murs, c'est catastrophique. Et là où je vais rejoindre ce qu'a dit Benoît tout à l'heure, et je suis à peu près d'accord avec lui, c'est que par contre, on peut peut-être se retrouver avec un lot de ventes de gens qui ont mal géré. Et malheureusement, les mecs, je suis désolé de vous le dire, mais ça va encore créer des opportunités pour les mecs comme moi. Et comme toi qui m'écoutes, si tu es dans la même situation que moi, et je sais parmi vous, parce que je parle avec mes clients de mes programmes, qu'il y en a qui ont vraiment écouté, et je vais aussi vous le dire, il y en a qui ont pris mes programmes et qui n'ont rien écouté du tout. Et il y en a qui ont pris mes programmes et qui m'ont écouté. Et aujourd'hui, vous avez, et je le vois, je suis très bien placé pour le voir. Je vois les deux sons de cloche. Je vois ceux qui aujourd'hui me disent putain, Nicolas, c'est génial, merci, je vois des opportunités partout. Et puis je vois ceux qui me disent putain, je suis dans la merde, qu'est-ce que je fais? Alors moi, je suis pas, on va pas parler de ça. C'est voilà, encore une fois, c'est pas le propos de la soirée, on s'en fiche. Moi, ce que je veux juste vous dire dans tout ça, c'est que votre devoir, c'est de gérer votre argent, même en temps de crise, même si l'argent n'a plus lieu d'être d'ailleurs. Je vais vous dire que vous devez aujourd'hui être ouvert. On a des familles, même nous, on a une famille, la famille des investisseurs, je le répète depuis quelques temps maintenant, on a une famille, les gars, et dites-vous que demain, peut-être que ce sera les patates qui auront plus de valeur que notre argent. Et si on a besoin de patates pour manger, soyez ouverts et prêts à vous adapter à toutes ces situations. La gestion, c'est ça en définitive. La gestion, c'est être capable de vous adapter, être clairvoyant, capable, malgré… Moi, je vais vous dire,
Je n'ai pas honte de vous le dire. Moi, le 110%, quand j'allais dans des séminaires, quand je faisais des séminaires, les gens, tout le temps, ils venaient me voir, ils me disaient, Nicolas, je ne comprends pas, pourquoi tu es comme ça avec le 110%, nanana, nanana. Et vous croyez que c'était facile pour moi de dire aux gens, d'essayer de leur expliquer. Même moi, à ce moment-là, je n'avais pas la répartie de leur dire en cas de crise, parce que je pense que ça leur paraissait irréaliste. Et ce que je peux comprendre, en fait, tu ne conçois pas ces choses-là. Et moi, je n'avais pas la répartie de leur dire. Mais aujourd'hui, je pense que certaines personnes vont malheureusement comprendre dans le sang et dans les larmes. Et je ne le souhaitais pas. C'est pas ça que je voulais pour tout le monde, d'ailleurs. Moi, je veux que les gens réussissent, en fait. C'est mon objectif. Hein. Donc, voilà. Après, c'est malheureux, mais vous devez apprendre à gérer votre argent. Je pense que dans ce live, je vous ai donné pas mal d'astuces pour le faire. Donc, à vous, après, de prendre ce qui vous correspond le plus. Après, vous pouvez ne pas être du tout d'accord avec moi. Vous êtes libre, les mecs. Vous êtes libre totalement. Moi, je vous souhaite encore une fois toute votre réussite. Et si vous réussissez en faisant autrement, avec des crédits en 110%, et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Moi, je serai le plus heureux pour vous. Tout ce que je veux, c'est qu'on y arrive et que ça se passe mieux. Je prends vos réactions et je vais vous laisser parce que les mecs, 1h20 de live, hein, je suis pas... Hein, bon, voilà. C'est cool. On est de plus en plus. Je vous remercie. Likez, partagez, faites parler de cette émission autour de vous. Il faut que la France entière nous regarde pour que les Jean-François viennent m'arrêter. Ils viendront ici. Je vous assure que s'ils viennent, je filme tout. Allez, je prends vos réactions et après j'y vais, les mecs. Alors, j'en étais où? Au final, cette notion d'indépendance financière est quand même compliquée car on est dépendant des uns des autres. Si il n'y a plus de système, on est tous à égalité. L'anglais, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai toujours été gêné par cette notion d'indépendance financière et aujourd'hui, on voit très bien que, je suis d'accord avec le mot indépendant, mais les finances, c'est très relatif. L'argent est très relatif. Tu sais, pour moi, j'en parle parce que c'est mon domaine et que malgré tout, on ne peut pas ignorer ce qui se passe aujourd'hui sur le système financier. Donc, c'est mon rôle, je trouve, d'en parler. Maintenant, la vie reste plus importante que l'argent. Il faut garder les pieds sur terre. C'est réaliste de dire qu'aujourd'hui, nos vies ont largement plus de valeur que tout le reste et que si demain, pour vivre, on crée une nouvelle société où il n'y a plus d'argent en jeu, on le ferait et on serait très heureux de la même façon et on parlerait d'autre chose. Peut-être que j'ouvrirais une chaîne sur les patates parce qu'en vérité, je suis passionné par la patate. Voilà, mais effectivement, c'est intéressant de se rendre compte que cette indépendance financière, c'est un peu pas du pipeau, mais c'est très relatif. Ce qui va être encore plus intéressant, l'anglais, tu me diras si tu es d'accord avec moi, c'est que ce qui va être intéressant, c'est de voir après tout ça si ça va quand même continuer. Est-ce qu'ils vont tous être là? Ouais, l'indépendance financière, viens. Moi, tristement, je pense que rien ne va changer et qu'il n'y en a que quelques-uns d'entre nous qui garderont la mémoire de tout ça et qui garderont leur ligne de conduite. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir le changement des gens en fonction de tout ça, tu vois. Ok. Deuxième point, très intéressant. Si c'est ta deuxième crise, tu as de l'expérience et tu es préparé pour mettre en place des stratégies pour rebondir à cette crise. Oui, effectivement, Lara, déjà, moi, mon regret, et pas te le cacher, mon regret de la première crise, c'était que j'étais passé à côté de beaucoup de choses, en fait. Parce que finalement, j'étais très concentré sur mon immobilier, j'étais très exposé et je me suis... acharné à être moins exposé au niveau bancaire en termes de crédit. C'est pour ça que quand je les vois tous avec leurs 110%, je leur laisse. Et être beaucoup plus prêt au niveau global, c'est-à-dire au niveau de ma visibilité générale sur tout ce qui est possible d'être fait à des moments comme celui-ci. Ça vient de Chine, SVT, les maladies viennent de là-bas. Après, ça peut venir de n'importe où, une maladie, malheureusement, tu ne maîtrises pas ça. C'est triste, en tout cas, c'est ça qui est sûr. Tout dépend comment on la gère, cette crise. C'est complètement vrai, Dubs. Ça va dépendre aussi de ça. Pourquoi penses-tu que c'est une chance que ça a commencé en Chine? Désolé, Gabi, je parle comme un robot. Je pense que c'est une chance parce que la Chine est très disciplinée, parce que les Chinois sont radicaux, parce que les Chinois sont des gens excessifs et que c'est une société qui est très respectueuse, ce que nous ne sommes pas, malheureusement. Et je pense que la Chine a cette capacité d'adaptation que nous n'avons pas, du coup, à l'échelle de la Chine. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à la même échelle, moi aujourd'hui, je suis désolé de le dire, j'habite en centre-ville, il y a des bagnoles, il y a des mecs qui me parlent, il y a des mecs qui marchent, il y a des mecs qui vont au parc, c'est lunaire un peu, tu vois. Moi, je sors avec mon masque, les gens me regardent, l'air de dire mais pourquoi tu as un masque? Non, mais j'ai envie de dire tocard, on vit sur la même planète ou quoi? Je t'assure que hier, j'ai fait les courses, il y avait un masque dans le magasin. Je parle d'un Leclerc, c'était moi.
Je me suis mis, tu sais, à faire la queue pour acheter mes trucs. Et il y a le gars qui se colle derrière moi. Je me retourne en le regardant. J'avais envie de dire, mais t'es débile ou quoi? Et le mec m'a regardé, l'air de dire, qu'est-ce qu'il y a? Mais j'étais désemparé, en fait. Ça, en Chine, le mec, il se fait couper la tête. Non, je rigole. Allez, c'était de l'humour. J'ai le droit. Hein, on peut rigoler. Non, en Chine, c'est plus sérieux, tu vois. Enfin, je pense que les mecs, voilà, ça n'arrive pas. Enfin, je pense que les mecs en Chine respectent ce qu'on leur dit. Je pense que c'est une chance que la Chine ait été avant nous. Parce qu'en Chine, je pense que voilà, on n'a pas cette capacité d'adaptation. C'est mon avis. Après, encore une fois, voilà, je suis ouvert à la discussion. Il ne faut pas la gâcher et prendre de l'expérience, ne pas faire place. Ah voilà. Donc Lara dit une chose très intéressante. Mais s'il y a de la chance, il ne faut pas la gâcher et prendre de l'expérience. Ne pas faire place à l'orgueil et savoir tirer profit de celle-ci. Je suis complètement d'accord avec toi, Lara. D'autant plus d'accord avec toi que cette chance, il faut la saisir. Maintenant, tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec l'indépendance financière. Malheureusement, j'ai envie de croire que les choses changeront. Mais d'expérience, malheureusement, après la dernière crise, de ce que j'ai vu, en tout cas, maintenant, je ne demande qu'à voir que ça change. Hein. Moi, je suis là pour voir. Hein. Mais la dernière crise, il n'y a rien qui a changé après, en fait. Il y a eu du changement pendant 2 ans, tu vois. Pendant 2 ans, et puis après, il faudrait détruire le système. Donc, comme je l'ai déjà dit au début, il faudrait qu'on profite de la situation qu'on est là pour tenir en otage le gouvernement et lui dire, mais non, mais on ne reviendra pas dans la rue tant que tu ne feras pas changer les choses maintenant. Maintenant, c'est très bien. Tu nous as soigné, très bien, merci Jean-François. Maintenant, c'est à nous de te dire que nous, on reste là, tous ensemble, comme on est, jusqu'à ce que série de desiderata pour que les choses elles évoluent. Mais bon, bref. Hein. Gabi nous dit les bons vendeurs, surtout les mecs qui basent leur stratégie sur le LCD, location courte durée, là, ils pleurent. Ouais, alors clairement, je vais être d'accord avec toi. J'ai des retours sur la location courte durée, c'est l'hécatombe. Je suis très triste parce que voilà, c'était une stratégie qui a été cannibalisée et peut-être mal gérée. Je pense qu'il y a des solutions. N'hésitez pas à m'écrire en PV si je peux vous aider. J'aiderai tous ceux qui sont LCD dans la juste mesure, puisque nous, on a aussi nous-mêmes des locations courte durée qui n'est pas faite de la même façon que celle qu'on peut voir sur le web. Donc, n'hésitez pas à m'en parler. Je pense que les gens n'ont pas forcément envie de s'exposer là-dessus. Je vous aiderai à ma façon, du mieux que je peux en tout cas. Ça me fait chier, voilà, pour vous, parce que voilà, c'est des mecs qui vous ont fait croire que, et au final, expliquons rapidement pourquoi. En fait, je vais faire la vidéo, je vais faire une vidéo sur le coronavirus, vraiment axé finance pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. En fait, le coronavirus, c'est une crise mondiale et l'allocation courte durée, par essence, en fait, c'est pas du micro, c'est ni même de la macroéconomie, c'est réellement une économie qui est plus large, puisque du coup, tu touches des visiteurs. Et comme tu touches des visiteurs, des gens de beaucoup plus grands horizons, fatalement, tu es touché par une crise mondiale beaucoup plus que quelqu'un qui est à l'échelle de micro. Bon, déjà, parce qu'effectivement, de toute façon, ta cible n'est pas la même, mais le fait que tu sois microéconomique alors que d'un autre côté, tu es international, forcément, ton impact n'est pas le même. Et donc, c'était logique. Mais c'est pas mauvais d'être exposé internationalement. D'ailleurs, bon patrimoine, la preuve, moi j'ai de la location courte durée, j'en parle jamais, mais c'est bon d'en avoir. Mais tu peux pas baser toute ta stratégie là-dessus. Voilà. C'est comme si tu arrives à la guerre qu'avec des chevaux, quoi. Si moi j'ai des pics, tu es dans la merde, quoi. Tu vois, c'est un peu pareil, quoi. Tu vois, voilà. Une seule stratégie à la guerre, c'est un peu ballot, quoi. Salut Nico, je suis marchand de biens. Comme tu vois, le marché pour les marchands après financement, perception des futurs acheteurs, etc. Dorian, écoute, c'était mon cas. Moi, j'étais marchand. Écoute, moi, après la crise, j'ai pris mes dispositions. Aujourd'hui, j'ai recommencé sous un autre système. J'ai changé, en tout cas, ma façon d'aborder le marchand de biens aujourd'hui. Je l'aborde toujours, mais différemment. Plus comme avant. Voilà. Ce que je veux te dire, c'est que déjà, ton premier problème, si tu es marchand, c'était stock. Moi, c'était mon problème à l'époque. Et mes stocks qui étaient à opposer avec l'inexistence de l'époque de mon volume patrimonial locatif, qui aujourd'hui n'est plus du tout inexistant. Et c'est ce qui me sauve. Donc aujourd'hui, ce qui me sauve, c'est clairement mon locatif au niveau de la RP et ma manière de gérer globalement mon patrimoine au global. Encore une fois, je me suis plus globalisé, mais j'ai grossi. Il faut comprendre aussi que ta taille va beaucoup influencer ta capacité à absorber la crise. Entre-temps, il y a aussi un élément que vous devez comprendre, c'est que votre taille va vous influencer. Et ça, je peux rien y faire. Les 2 choses sur lesquelles tu dois te concentrer, c'est 1, tu dois être en contact avec ta banque et demander le
gel de tes encours pour les 6 prochains mois, ce qui est logique. C'est la première chose que tu dois faire. La deuxième chose que tu dois faire avec ta banque, ça va dépendre. Je ne peux pas parler parce que je ne te connais pas, Dorian. Je ne connais pas comment dirais-je, ce que tu possèdes actuellement. Mais tu dois tout simplement regarder l'état de tes programmes, là où tu en es, les probabilités que tu vas avoir de vendre derrière. D'accord ? En gros, ce que j'essaie de te dire, si tu as un lot en queue de programme, tu sors ton lot. Tu vas demander à ta banque de transformer ton prêt et tu vas sortir tes lots du marchand que tu vas rebasculer en nom propre pour passer la crise, parce que selon comment ça va être, moi c'était ce que j'étais en train de faire et par chance, le dernier lot qui restait, j'ai réussi à le vendre. Ça a été de la chance, j'ai pas honte de le dire. Je pense pas que ça a été de la chance pour le coup, parce que j'ai bossé comme un malade, j'ai fait que ça, tâcher de vendre. J'ai baissé sans me mettre à poil jusqu'à avoir à peu près à retomber sur mes pattes. Pour ne rien cacher, j'ai compensé de 5 000 € de mes fonds propres. 5 000 €, c'est rien à la hauteur à laquelle j'étais exposé. Voilà. Donc voilà, voilà ce que je te conseille. Est-ce qu'on peut prendre ton programme maintenant? C'est pas trop tard. Bah, c'est pas trop. Moi, je considère que mes programmes, c'est pas du tout trop tard pour les prendre. Hein. Je vais pas te mentir. Hein. Moi, mes programmes, ils sont adaptés, puisque de toute façon, aujourd'hui, ils vont te permettre de monter des prêts. Donc oui, si tu veux le prendre, tu peux le prendre. Il n'y a pas de problème. Moi, mes programmes, ils n'ont pas de souci avec la crise, puisqu'ils ont été faits pendant qu'on me disait non. Maintenant, prends un programme. Il y en a que deux. Hein. De toute façon, tu prends celui qui est le plus adapté à ta situation. Ou les deux, c'est toi qui vois. Tu vas sur le site. Moi, il n'y a aucun souci de mon point de vue. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. En plus, tu as dans le programme 10 millions. Tu as le système que j'utilise pour acheter en bourse qui est complètement conseillé dans la situation actuelle. Vraiment très conseillé. Voilà. Eux, ils sont magiques. La location courte durée, Maxime nous le traduit, larmes, chagrin et dépression. Mais on rigole, Maxime, mais je rigole pas, ça me fait vraiment chier pour eux. Franchement, j'espère qu'ils vont s'en sortir. On aurait besoin d'éducation financière au lycée. Oui, je pense que oui, mais bon, écoute, c'est pas pareil. Il faut voir ça avec les Jean-François. Écris-leur. Des opportunités que tu ne peux pas visiter, c'est con. Alors, DUPS, c'est vrai, mais les opportunités, si tu suis le marché, tu les vois quand même, de mon point de vue. Voilà, tu sais les voir. Moi, je vois mon truc je vois mon téléphone qui s'active. Je vois un peu ce qui va sur le marché. Puis voilà, selon comment tu travailles, tu vois quand même ce qui se passe. Moi, je vois ce qui se passe. Excellent, Maxime, la définition de LCD. Nico, arrête de crier sur ton stylo. Il ne t'a rien fait, le pauvre, c'est clair. L'argent qui est dans notre banque, l'État peut nous le prendre. Ben, c'est pas l'État peut nous le... oui, d'abord, l'État peut nous le prendre. Apparemment, ils ont voté un truc là, j'ai pas regardé, mais de ce que j'en sais, de ce qu'on m'en a dit, oui, ils vont pouvoir le saisir là. Et oui. Et en plus, de toute façon, si la banque fait faillite, elle va se rattraper aux branches. Et les branches, c'est tes comptes. Hein. Désolé, c'est pas ce que tu veux entendre, Laurent, mais c'est comme ça. Tu penses que l'immobilier sera en baisse? Je sais pas. C'est pas une crise immobilière pour moi. Il y aura des conséquences. Je suis d'accord avec Benoît. Il va y avoir des conséquences. Dans quelle mesure? J'en sais rien. Je suis pas sûr en fait. Je suis pas sûr. Je suis pas certain. Il y a deux hypothèses. Soit les gens vont du coup derrière vouloir se sécuriser, ce qui arrive très souvent en après-crise, et du coup ils vont aller en immobilier sur l'or, sur les valeurs refuges. Du coup, ça peut monter, ça peut monter. Soit effectivement, c'est une crise qu'on ne mesure pas, comme dit Benoît, c'est ce que sous-entend Benoît, et je suis aussi d'accord avec lui, on ne mesure pas le nombre de morts, les conséquences réelles sur la finance mondiale, et ça peut aussi chuter. Je ne peux pas me prononcer. C'est les deux scénarios les plus probables, de toute façon. Merci, c'est sympa. À plus. Ok. Merci, à plus. C'est mieux que BFM. Ben, merci. Auprès les quotas d'investisseurs, DUPS et moi, on doit assumer les moitiés survivalisme. C'est clair. Assumez, les gars, assumez. Si on a des SICAV qui s'effondrent, il faut vendre ou faire confiance et attendre que ça passe. Caro, je ne suis pas du tout SICAV. Moi, pour te donner des exemples, j'ai des clients. Alors, écoutez, j'ai un truc à vous dire. J'ai un de mes clients, et si tu me regardes, Fred, tu dois me remercier, mais il avait des SCPI, je les lui ai fait vendre. Il peut me remercier. Donc voilà, si tu étais un de mes clients, les SICAV, je te les aurais fait vendre avant, mais tu n'étais pas client à moi. Donc là, maintenant, tu es dedans. Donc je ne sais pas, il faudrait que pareil, voilà. Voilà, bonne chance, comme on dit dans mon pays. Bonne chance. Comment on dit? Bonne chance. Non, j'ai pas l'accent ce soir. Je suis pas bon. Joli site, m'a dit Mehdi. Merci Mehdi. On a un peu bossé là, ces derniers jours. Ah, il y a Teddy. Non, mais non, je crois que. Ah, ben ouais, je regarderai, tiens, chez Teddy Boy. Bon, pas encore en baisse, mais ça va pas tarder. On serait payé.
pourquoi 110% n'est pas un si bon conseil que ça? J'ai pas pigé ton raisonnement. Le raisonnement, Sylvie, c'est que si tu vas à 110, tu n'as pas de marge. Tu n'as pas de marge, tu commences à avoir des impayés, tu te retrouves plus vite dans la merde. Et du coup, c'est le bordel en fait. Quand tu es à 110% et que tu commences à avoir des impayés, tu te retrouves beaucoup plus vite dans la merde. Moi, je suis très peu exposé bancairement et il faudrait que j'ai, sur un bâtiment où j'ai encore un crédit, il faudrait que j'ai beaucoup d'impayés pour arriver à avoir un problème bancaire réellement. Et c'est ça le problème du 110%, c'est qu'en cas de pépin, tu es tout de suite dedans en fait. Ta marge, elle n'est pas la même que quand tu n'es pas à 110 en fait. Voilà. L'anglais te l'iPhone. La LCD ne voit pas le problème quand tu te lances sur un projet LCD. Tu es censé tirer une renta exemplaire en classique aussi pour couvrir les périodes mortes, bail immobilier par exemple. Il me semble que personne, ni dans le passé ni dans l'avenir, ne va se lancer sur un investissement en prévention d'un coronavirus. Alors, je suis complètement d'accord. Jojo, très très intéressante ta remarque. En même temps, il peut. Genre, ouais, bon, j'ai compris, je ne vais pas tout lire. Non. Alors, en gros, ce que nous dit Jojo, c'est qu'il nous dit voilà, en gros, quand tu te lances dans le LCD, c'est tu prévois en fait la location normale et tu fais du LCD pour augmenter ta renta et tu reviens en arrière. Mais oui, mais le problème en fait, si tu veux, c'est que si tu as LCD, tu l'as construite en location courte durée. Encore une fois, tu as meublé tes biens, etc. Quand tu loues en nu, tu loues en nu. Alors tu vas me répondre, oui, mais je loue en meublé à l'année et je me retombe sur mes pieds. Oui, tu as tout à fait raison. Et ça serait une bonne réponse. Mais pour moi, du coup, tu vas quand même, là, au moment où on parle, tu te tires quand même une balle dans le pied. Et puis là, tu vas être dans l'urgence. Là, regarde, par exemple, tu es en location courte durée, tu ne peux pas te déplacer pour faire rentrer des locataires dans tes biens. Donc, tu vois, on est quand même sur une problématique réelle. Alors, tu me diras, et c'est là où ta remarque est réelle, le coronavirus, c'est un cas à part. Ça aurait pu être une autre crise. Mais on s'est compris. Je comprends ce que tu veux dire. Et effectivement, sur le fond, tu as raison. Maintenant, pour moi, la courte durée, c'est quand même un peu plus complexe, quoi. Tous les gars qui se sont mis 500K sur la tête avec une réflexion de court terme doivent bien rigoler. Le chant des sirènes a ses limites. Je préfère avoir un patrimoine moins gros, mais tenir sur la durée. De toute façon, on est bien d'accord. L'immobilier, c'est long de toute façon. Ça peut s'accélérer. Je peux en parler aussi. Ça s'accélère au bout d'un moment. Ça finit par s'accélérer, heureusement d'ailleurs. Mais il y a une certaine inertie avant d'arriver au résultat qu'on convoitait au départ. Après, effectivement, moi, encore une fois, voilà, mon souhait le plus cher, c'est que tout le monde réussisse le projet tel qu'il a envisagé au départ et que ce coronavirus finisse bien. Merci Nico. 3 immeubles et merci Nico. 3 immeubles en cours, on verra, et 2 apparts en locatif. Ça pue. J'ai des clients sous compromis, mais j'ai vraiment peur que les petits sortent du compromis via les clauses. C'est possible, ouais. Le sapin 2015, ils peuvent bloquer les retraites des assurances vie. Ouais, ça, Daniel, on est bien d'accord. SICAV, c'est pour les vieux. Je suis d'accord avec Jojo. J'ai un LMNP annuel qui se libère en avril et je ne peux pas faire de visite. Ça serait bien en live privé. Ouais, on fera un live en privé, vous inquiétez pas, les mecs. On le fera. On le fera dans le groupe. Voilà. Bon, je vous laisse. Pour moi, c'est fini. C'est la fin de la soirée. On s'est encore bien marré. Peut-être que demain, je vous ferai un live, en fait. Peut-être. On verra. Sinon, c'est lundi. Sinon, ce sera lundi. Voilà. Donc, peut-être demain. Sinon, lundi. Voilà. En fonction de mon humeur, en fonction de mes possibilités. Peut-être pas. Parce qu'il faut quand même s'arrêter aussi. Ça fait du bien. Voilà. Écoutez, les mecs, bonne soirée. Bonne soirée. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour tout ce qui va être des sujets que vous voulez que je traite la semaine prochaine. Je ne sais pas quel sujet je vais traiter lundi. Là, on a fini ces sujets-là. Poubelle. On verra la semaine prochaine, peut-être demain, un live de détente où on parlera d'autre chose, de rien de tout sauf de l'immobilier. Ça pourrait être sympa, tu vois, faire un samedi, un live où je vous parle peut-être de trucs que j'aime bien, des séries, des bouquins, on verra. Voilà. Passez une bonne soirée à tous. Amusez-vous bien. Bon confinement. Pensez à liker, partager. Vous avez la chaîne pour voir les rediffs qui est le podcast immobilier compagnie. Vous avez mon livre Devenir riche sans argent. Je crois que Amazon est sous le coup d'une pétition pour qu'il ne nous livre plus. Mais pour l'instant, il livre. Moi, je vous kiffe. Hein. Vous êtes ma famille. J'espère qu'il ne va rien arriver à aucune personne sur cette terre et qu'on va tous s'aimer pour le reste de la vie. Je vous dis bonne soirée et à très vite. Salut! Hop, hop. Et on arrête Instagram. Voilà. Voilà.